Et par exemple, pour prendre le libre arbitre, il ne peut être effectif que si et seulement si la liberté est. Dans le sens où j'entends que le concept de libre arbitre est subsumé sous celui de liberté. Et que si j'annule le concept de liberté, alors le libre arbitre n'existe pas. Je m'explique très brièvement. Pour donner un exemple du coup formel, le jus de pomme ne peut exister sans l'objet sensible comestible qui est la pomme, par exemple. Si la pomme n'existe pas, alors le jus de pomme ne peut être, voilà, tout simplement. C'est tout, hein. Après j'ai que ça à dire, en l'occurrence, si tu veux prendre la parole, Arm, je te la laisse. C'est ça, là tu veux finalement qu'on argumente peut-être brièvement sur l'existence ou non du libre arbitre. Le truc c'est que honnêtement je suis pas du tout, j'ai C'est pas pas un grave. parti sur l'existence ou pas les mais je veux bien, tu vois, informer de... Moi je pense que j'ai compris du libre arbitre, je pense que c'est tout le monde qui l'a compris, c'est la remise en question du libre arbitre par la physique, je sais pas, mais depuis un moment, depuis Spinoza, et même chez les musulmans il y avait... El-Razali qui avait commencé à faire cette hypothèse en disant si tout a une cause et tout a une conséquence et qu'on vit dans un monde causal, effectivement, c'est un paradoxe de dire que les êtres humains, ils ont une chose qui est singulière à le reste de la physique, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de leur chaîne de causalité et donc exister. Et ça remet en question leur identité, dans le sens que qu'est-ce que tu es si ce n'est juste la continuité des causes à effet qui t'ont précédé. Tu es rien que une cause et un effet. Et je pense que le contre-argument plus fort de ça, qui remet en question l'identité, etc. Moi, à mes yeux, d'un point de vue athée, d'un point de vue religieux, je pense que c'est autre chose, mais d'un point de vue athée, ça va pas intéresser beaucoup de monde, parce que ça dépend de si tu crois ou pas, tu vois. Par contre, d'un point de vue athée, la seule, tu vois, que je constate comme un vrai contre-argument, c'est l'existence de la conscience comme quelque chose de vraiment singulier dans l'histoire de l'univers, comme une chose qui est vraiment particulière et genre qui permet étonnamment, ça va être dur à prouver, de créer soit un semblant libre arbitre, soit un vrai libre arbitre en disant la conscience c'est une construction, c'est un système qui est tellement extraordinaire qu'il permet de créer genre une singularité dans l'univers, un truc qui va presque contrôler l'univers et qui permet de décider par soi-même. Et ça, c'est ça que je vois comme grand contre-argument. Quand tu parles de conscience du sujet pensant ou tu parles de la conscience des objets sensibles qui sont en l'occurrence non liés Non, là, genre ce qu'on entend intuitivement, c'est-à-dire que les êtres humains, ils ont une singularité par rapport... D'ailleurs, je vais aller donner ma définition presque de la conscience. Là, en l'occurrence, je faisais référence à la définition intuitive communément utilisée, en mode un être humain, il est conscient de ça. Ma définition personnelle est que la conscience, que j'ai, je crois, beaucoup travaillé, et qui est reliée au reste du débat, c'est que l'être humain, il a effectivement, tout comme beaucoup d'êtres vivants, des instincts, des envies, etc. Et tout cela, ils sont reliés à un intérêt. En l'occurrence, souvent, on dit que c'est l'intérêt de survie. Donc, si tu as faim, c'est parce que l'intérêt, c'est de survivre. Si tu, je sais pas, t'as peur, l'intérêt, c'est de survivre. Si tu veux, je sais pas, avoir beaucoup d'objets, etc., c'est un intérêt qui est plutôt égoïste, etc., mais peu importe. Du coup, qui sont reliés à un intérêt. Et donc, ça c'est tout comme les animaux. Or, je pense que, de façon superposée à ça, en parallèle de ça, il y a une chose qui est particulière chez l'être humain, c'est qu'en même temps qu'il a ses envies et ses désirs, etc., il a en même temps une autre réflexion qui est vraiment, vraiment singulière et bizarre, et c'est ça qu'on appelle, selon moi, la conscience. C'est-à-dire que ça va être une réflexion qui n'est pas liée à un intérêt, qui n'est pas liée à un but, qui n'est pas liée, et c'est parce qu'elle n'est pas sujette à un intérêt, qu'elle n'est pas sujette à un but, qu'elle n'est pas sujette à rien, elle est juste parfaitement objective. En fait, c'est ça la sens que j'attribue au mot objectif, c'est-à-dire que tu appropries l'information exactement comme c'est-à-dire que tu as une description de la réalité qui est complètement conforme à elle-même, genre. C'est-à-dire que tu vois un objet dans la réalité, tu en as une description qui représente parfaitement, de façon géométrique, tout parfaitement la réalité. Et ce truc-là, quand on l'applique à nos instincts, etc., et ben ça va nous créer genre un débat dans la tête. C'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que ce truc que j'ai envie de faire, genre manger, etc., mon instinct naturel, et ben je vais par-dessus cela, je vais le juger avec un regard objectif par-dessus. Ça va être comme un observateur extérieur qui va juger, est-ce que ce que je fais, c'est objectivement une bonne chose, enfin est-ce que c'est objectivement genre dans mon intérêt, est-ce que c'est objectivement contre mon intérêt, et c'est là, moi je pense que va naître la notion de bien et de mal, c'est-à-dire que c'est par l'existence de la conscience que
par l'existence de la conscience qui va se superposer à ces instincts en disant mes instincts subjectivement ils me disent ça, ils voient les choses à travers leurs intérêts, ça veut dire je vois ça, je le vois comme une nourriture parce que j'ai envie de manger, parce que j'ai envie de survivre, et par-dessus on a un constat objectif en mode oui mais peut-être genre juste regarder la réalité comme un observateur extérieur et genre tel que c'est même pas pertinent de préciser que la personne qui va faire l'action c'est toi. Et moi je pense c'est ce qu'on entend par la notion de bien et mal dans la société. Ok. Vraiment, j'admire ce que tu viens de dire actuellement, mais là, tu digresses. Là, le sujet initial, sur les premières 30 minutes, c'est vrai. tout de même le libre arbitre. On est d'accord sur ça. C'est vrai. Tu vois, on pourra en parler après. Oui. C'était pas plutôt le rapport entre la religion et la croyance, dans le sens que ta religion, elle impacte forcément, vu que tu adhères à une religion, tes croyances, tu dois adhérer à certaines idées, où il y a un paradoxe avec le fait d'adhérer avec d'autres idées. Ce que tu avais dit au début, c'est une des moitiés du débat. C'est à vous de choisir, en fait, quelle moitié du débat vous consacrez à cette question et quelle moitié du débat vous consacrez à l'existence objective du libre arbitre. En fait, vraiment, c'est simple. Dans un premier temps, on parle de libre arbitre. Si le libre arbitre peut être en l'occurrence vrai ou faux, en l'occurrence, c'est soit l'assertion est vraie, soit l'assertion est fausse. En l'occurrence, c'est est-ce que le libre arbitre existe? Du coup, par exemple, toi, en tant que théiste, tu dois défendre la position oui, le libre arbitre existe. Sinon, auquel cas, je sais pas de quel enseignement, de quelle école, mais auquel cas, en l'occurrence, tu ne peux pas croire, enfin, tu ne peux pas ne pas croire. À l'athéisme d'une certaine manière, si tu veux, voilà. Et moi, par exemple, je défendrai la thèse, en l'occurrence, qui va te dire que le libre arbitre ne peut être, tout simplement. Est-ce que tu acceptes ou pas ces 30 premières minutes de débat sur ce sujet-là? Parce que là, le problème, c'est que tu as fait une digression phénoménale. Je suis désolé d'avoir été sorti du sujet, mais par contre, je crois qu'on était d'accord au début, quand tu as présenté le sujet, que c'était le rapport entre la croyance et la croyance en Dieu, elle doit impliquer certaines positions dans tes... Genre, est-ce que tu peux vraiment avoir des croyances, des idées athées, entre guillemets, si tu crois en Dieu, c'était un peu ça ce que tu as présenté au début. En fait, je te coupe, si tu veux, si tu possèdes certaines idéologies athées, dans ton système de pensée, alors tu ne possèdes pas, par exemple, ce qu'on appelle le système déterministe, mais plutôt un système probabiliste, où tu vas, par exemple, accepter justement des probabilités effectives en reprenant le paradigme de l'athée. Là, il y a une problématique qui s'impose, encore une fois, dans ton... Moi, ce que je vais prétendre maintenant, c'est que, effectivement, c'est le débat qu'on nous avait proposé tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que on peut avoir des pensées qui sont complètement équivalentes à celles d'un athée sur beaucoup de sujets, tout en étant croyant. C'est-à-dire, tu peux avoir un raisonnement qui n'est pas influencé par ta croyance, et c'est ce que c'est sur quoi on s'est contredit tout à l'heure, si je me rappelle bien. Je me permets, la thèse, c'était est-ce qu'on peut déterminer un système de morale objective sans passer par la croyance? Non, mais attendez, les gars, les premières 30 minutes, on est d'accord que ça va de mon côté, en l'occurrence. Ça va de soi. Que les premières 30 minutes, on débat de libre arbitre, les gars. Là, vous voulez tout changer, là. Là, vous voulez tout refaire. C'est vrai que c'est de ton côté, mais c'est juste qu'au début, j'avais pas... Je veux bien accepter les 30 prochaines minutes où on débattra, si tu veux, de la conscience de l'individu. Voilà, si tu veux. Mais moi, on débat, en l'occurrence, du libre arbitre. C'est quand même la thèse initiale. Je suis désolé. Par exemple, c'est la deuxième partie, ça. Oui. Je suis d'accord, mais la thèse initiale, pour la première partie, c'était ton côté, c'était ton idée, c'était ton débat, mais c'était pas le libre arbitre que tu avais mentionné. Mais vas-y, si tu veux, on débat du libre arbitre. Par exemple, regarde, je te pose la question. En tant que théiste, toi, tu dois défendre tout de même l'existence d'un libre arbitre. Comment arrives-tu à le défendre? Je t'écoute, par exemple. Ah, ça, si tu veux, on peut débattre de ça. Je t'écoute. Non, mais justement, par exemple, comment arrives-tu à donner des arguments valables et tangibles qui prouvent l'existence du libre arbitre? Je t'écoute. C'est tout. Et après, si tu veux, après, bien évidemment, 30 minutes prochaines, on parlera, si tu veux, de la conscience de l'individu, de la conscience de l'animal, de tout ce qui s'ensuit, si tu veux. Moi, je suis d'accord. C'est juste que la thèse initiale, je te jure, sophistiquée, c'était est-ce que ta croyance en Dieu, l'adhérence, elle doit nécessairement te faire adhérer à d'autres idées en général, et c'était pas le libre arbitre en particulier. Moi, je trouve que c'est un peu stérile parce qu'effectivement, le truc, c'est que la réponse, elle est un peu simple sur ce débat et c'est rare que la réponse soit simple, mais c'est si tu vis dans une hypothèse où il y a un être qui est miraculeux et qui peut tout faire, effectivement, il peut créer des êtres avec qui sont. J'ai pas envie d'être méchant, Arm, mais il y a de cela 30 minutes, tu as accepté que les 30 premières minutes, je reprends encore mon propos initial, les 30 premières minutes, on allait débattre du libre arbitre, s'il était plausible ou pas. Tu acceptes ou pas cela? Oui ou non?
Effectivement, je n'ai pas accepté le libre arbitre, j'ai accepté la chose que tu avais dit après, c'est-à-dire pas le libre arbitre, mais l'influence des consciences, l'influence de la religion ou de la croyance sur nos idées. Ça, c'est la deuxième partie, normalement. Oui, c'est la deuxième partie. Sans parler de moralité, Bon, ok, on va débattre du libre arbitre. Moi, c'est juste que c'est pas la proposition initiale et c'était pas la proposition qu'on a fait au début, mais c'est correct. Genre, on va débattre du libre arbitre. Je vois pas pourquoi. Je vois pas ce qu'il y a. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai pas vraiment argumenté contre ou pour. C'est à partir du moment où tu dis, la religion, elle croit en un dieu et c'est une hypothèse où il y a un être qui est parfait et tout puissant. Effectivement, on peut débattre de ça, mais de ça, si on y croit, en découle la possibilité qu'il existe un libre arbitre, tu vois. Donc, justement, là, ce qui est intéressant, c'est que tu m'affirmes que, par exemple, ton être suprême est tout puissant. Déjà, démontre-le, par exemple. Et en me démontrant potentiellement que ton être suprême est tout puissant, là, tu pourras me démontrer, du coup, que, d'un point de vue logique, il suit nécessairement que, comme il est tout puissant, il peut être effectivement vrai, accepté en l'occurrence que le libre arbitre existe bel et bien dans le monde de l'immanence, par exemple, tu vois. Ça, je comprends. En l'occurrence, c'est vrai que faut pas du tout prendre ça comme un truc qui va remettre des problèmes dans tu vois, le fonctionnement du débat et tout. Mais ce que je vais argumenter, c'est un truc un peu différent. C'est que effectivement, il y a la nécessité. Si Dieu est tout puissant, si on veut être cohérent avec sa religion, c'est un argument un peu spécial, peut-être qu'il va te surprendre, il va t'intéresser, peut-être tu connais déjà. C'est que pour moi, il y a la nécessité que l'existence de Dieu ne soit pas démontrable au sens mathématique, tu vois, pour que la religion ait un sens. Parce que si on définit l'existence sur Terre comme on dit mais quel est l'intérêt de l'existence sur Terre? Et la réponse de la religion, elle est un peu banale et elle dit c'est juste un test pour voir si les êtres humains ils sont bien ou mal. Tu vois. Et donc là, là tu me. Je te réponds juste sur ça. Je ne te demande pas forcément de me prouver l'existence de Dieu de par un argument ontologique prenant pour compte la mathématique, par exemple. Je te demande simplement de m'expliquer pourquoi, par exemple, tu me dis que ton Dieu est tout puissant et que comme il est tout puissant, alors Moi, je veux juste parler de la méthode dans le sens que, en l'occurrence, ton rapport avec Dieu ne peut pas passer par des preuves et des démonstrations. Et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que on se demande, mais pourquoi, on reprend là où j'en étais, c'est-à-dire on se demande pourquoi est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fout là, etc. La religion, elle répond de façon presque un peu trop simple pour beaucoup de gens, en disant c'est juste un test pour savoir si on est gentil ou on est méchant. Et le truc, c'est que de ce test-là, il y a une implication logique qui est pas très facile à déceler, mais cette implication logique, c'est que, effectivement, pour que ça soit un test, il faut que on ne puisse pas avoir la démonstration complète et parfaite de l'existence de Dieu et de l'existence de l'enfer et de l'existence du paradis. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si, dans un sens, on verrait Dieu, tu vois, ou qu'il y aurait une démonstration qui est parfaite, etc., et bien effectivement, on ne serait pas du tout testé par le fait qu'on se comporte bien, puisqu'on se comporterait bien par intérêt, et pas par... Tu vois, il y a la nécessité qu'il y ait un doute. Écoute, j'ai très bien compris ton propos. Le problème étant que je ne te demande pas de me prouver Dieu, en l'occurrence, de par un argument prenant pour compte une logique pragmatico-empirique. Loin de là, je te demande simplement, de par une inférence valide, par exemple, de me démontrer pourquoi, en l'occurrence, Dieu, selon ta vision des choses, il est tout puissant, tu vois. Et ça, c'est un présupposé que vous lui donnez, en l'occurrence, tu vois. Par exemple, moi, c'est ma vision athée. Je te dis simplement que le vide quantique, moi, je ne lui présuppose pas, excuse-moi, la toute-puissance, tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il existe, tout simplement parce qu'il ne possède pas l'entendement divin, par exemple. Est-ce que tu me comprends ? Ouais, c'est que l'idée qui nous a amené, nous les croyants, si je dois défendre le point des croyances, l'idée qui nous a amené naturellement à la croyance en Dieu, c'est la présence de l'information. C'est-à-dire que dans les objets qu'on voit autour de nous, etc., on a l'impression qu'il y a la nécessité, qu'il y a eu une réflexion pour que ces choses-là apparaissent, dans le sens qu'elles sont tellement complexes et ordonnées, et qu'elles donnent tellement efficaces aussi, surtout par la nature, etc., tu vois, que on se dit, il y a l'information, et donc par l'information, il y a l'intelligence, par l'intelligence, il y a la volonté. C'est ça. Et par exemple, là, tu me parles en l'occurrence du raisonnement inductif de l'individu, qu'il émet perpétuellement d'une certaine manière. Et que ça, c'est intéressant, parce que quand tu réponds d'une certaine manière dans la critique de la raison pure, vers ces pages 600-650, il te dit que c'est un principe régulateur. En l'occurrence, le principe régulateur, c'est le principe de tout individu qui veut, en l'occurrence, combler les trous en remontant dans la série ascendante de la chaîne causale pour comprendre qu'est-ce que la chose, tu vois, qu'est-ce que la chose, qu'est-ce que le monde en soi, par exemple, tu vois, pour prendre Schopenhauer. C'est simplement ça. Ouais, et c'est parfaitement naturel, et c'est presque... C'est ça, tu as raison sur ça, tu as totalement raison sur ça, hein. C'est naturel. Mais c'est peut-être bien, mais sauf que ça veut pas dire que c'est le fait que ça soit naturel,
moi je pourrais autant argumenter que toi. Toi, tu argumentes que c'est faux parce que ça vient d'un esprit, genre juste, c'est naturel, ça vient d'un vide et qu'on veut combler. Moi, je peux argumenter aussi bien que c'est vrai parce que c'est très naturel, parce que c'est comme si c'était évident. Comme toi, tu pourrais dire, ok, mais on pense ça juste parce qu'on a un vide à combler. Et moi, je peux dire, on pense ça juste parce que c'est tellement évident que tout le monde fait cette démarche, pas parce qu'il y a un vide ou qu'on veut compenser quoi que ce soit, mais parce que c'est tellement évident que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui en arrivent qui font cette réflexion, tu vois. Je ne te dis pas que le principe régulateur est faux, loin de là. Hein. Enfin, en l'occurrence, justement, je te dis qu'il est vrai et que tu as raison sur cela. Le problème, c'est que là, on ne parle pas encore une fois de libre arbitre, par exemple. Tu vois. Par exemple, pour moi, je te dirais que la liberté, parce que si je dis non liberté et que j'arrive à démontrer cela, alors le libre arbitre ne peut pas être, comme je t'ai pris l'exemple pour le jus de pomme et la pomme, tu vois, parce que le concept de libre arbitre est subsumé sous celui de liberté, tu vois. Si on parle de hiérarchie entre les relations des concepts, tu vois. Du coup, je te dirais que pour moi, la liberté est une chose en soi, intramentalement liée à la conscience phénoménale de l'individu, qui ne peut pas être si l'individu, en l'occurrence, ne serait. Par exemple, si l'individu n'existe pas, alors la liberté n'existe pas. Et j'irais même un peu plus loin, je te dirais que, par exemple, tu parles à un moment de l'amour. Enfin, je crois que c'était pas là, c'était dans les discussions tout à l'heure, vous n'étiez pas dans la conférence, mais tu parlais du concept de l'amour. Pour moi, le concept de l'amour n'existe pas en tant qu'on ne peut pas lui présupposer, même lui supposer, hein, si tu veux, une définition universellement acceptée par tout individu, tu vois. C'est ça, le truc, c'est que l'autre partie du débat, c'est justement pour démontrer, selon moi, et sérieusement, et ça, c'est vraiment un travail dans lequel j'ai beaucoup d'ambition et j'investis beaucoup et j'aimerais, vraiment, parce qu'il est vraiment important, c'est de démontrer, et j'utilise le mot démonstration avec la référence mathématique, au sens que c'est une preuve qui est vraiment sérieuse, etc. Genre. Et donc, que, effectivement, l'amour, en fait, ou d'autres concepts, genre, qui sont très sociaux, comme, je sais pas, le désir sexuel ou comme l'amitié, etc. En fait, il y a une démonstration telle que il existe un concept fondamental sur lequel tous les êtres humains sont d'accord inconsciemment, sur lequel tous les êtres humains sont d'accord inconsciemment, et qui est effectivement l'amour. Or, les manifestations de ce concept fondamental, tu vois, eh ben, effectivement, elles diffèrent dans plein de cultures, dans plein de religions, enfin dans plein de peuples, dans plein d'histoires. Ouais, ok, c'est intéressant. Et pourtant, ouais. Mais ça serait l'autre moitié du débat, dans le sens que, effectivement, moi je pense que l'amour, c'est quelque chose sur lequel on peut tous se mettre d'accord. Mais je crois pas que c'est ça ton argument fondamental. C'est juste tu dis que tant qu'il n'y a pas une définition claire, eh ben, on peut pas effectivement dire que les choses elles existent. Si j'ai bien compris, c'est ça. En fait, c'est simple, c'est que par exemple, l'amour, on se doit d'émettre le jugement synthétique a priori. On ne peut pas émettre sur l'acception même de l'amour un jugement analytique, tu vois. On ne peut pas lui présupposer des attributs essentiels à l'amour pour moi, dans le sens où, par exemple, l'individu A va, pour prouver son amour à sa femme, va la battre, tandis que l'individu B, pour prouver l'amour à sa femme, va lui acheter des cadeaux, tu vois. Et que ça diverge selon, comme tu l'as très bien dit, les cultures et les mœurs, tu vois, ou même les sociétés, tout simplement. Mais moi, j'argumente que le fond, il existe une phrase qui définit parfaitement l'amour et le fond il est. Ouais, c'est la raison quoi. C'est la raison. Ensuite, c'est la raison. Non, c'est pas la raison. C'est un concept. Non, c'est un concept genre que je ne connais pas encore presque, mais genre qui existe et qu'il est. Et donc moi j'aimerais argumenter en retour à ce que tu as avancé que par exemple le respect, on sait que le respect, ça a l'air d'exister en tous les cas. Et par contre, les manifestations du respect au Japon, ça passe par une grande distance, ça passe par certain genre de gestes, ça passe par des choses qui représentent certaines autres choses qui manifestent le respect. Or, en France, ça va passer par exemple par une grande politesse, par une grande star. Dans un autre pays, ça va passer par une grande distance, ça va passer par un autre pays, ça va passer. Les manifestations du respect, elles sont différentes. Mais le concept fondamental du respect, c'est le même. Dans la culture A, dans la culture B, c'est juste la même idée. Une idée très inconsciente. Non, mais c'est faux ce que tu dis. C'était pas la même idée. C'est pas la même idée, loin de là. Les manifestations de cette idée peuvent être différentes et on peut représenter une idée de façon complètement différente. Moi, je peux la dessiner, toi, tu peux la parler, toi, tu peux la chanter, je peux en faire des poésies. Mais le concept, l'objet en lui-même, c'est le même. C'est juste qu'on le représente de façon différente. Je peux le représenter, comme je t'ai dit, en poésie, en chanson, en dessin. Du coup, si tu la représentes de façon différente, comment l'idée pourrait être semblable à tout individu alors ? Je peux donner un exemple. Parce que la pratique, en l'occurrence, la pratique prédomine la théorie, si tu vois ce que je veux dire.
Ok, mais sauf que là, c'est que les manifestations dont on parle. On ne parle pas du fond. Là, on dit, par exemple, je peux donner un exemple, c'est qui pourrait être d'accord. Genre, je sais pas. Je peux décrire un objet en allemand, en français, en italien. Je décris le même objet. La source est la même, le respect est le même. C'est juste les mots que j'utilise sont différents. De la même façon, je peux par exemple, montrer mon amour ou montrer, je sais pas, mon envie de faire telle chose de différentes manières, soit en te le disant formellement, soit en faisant des actes qui représentent le fait que j'ai envie, ou le fait que je t'aime, ou le fait que je te respecte, ou le fait, etc. Et c'est juste que le choix des actes qui représentent et qui prouvent, entre guillemets, le fait que je te respecte, ils sont différents selon la culture. En fait, c'est juste un choix sur la démonstration. C'est-à-dire que je vais te démontrer une chose d'une certaine manière dans cette culture, je vais te démontrer mon respect d'une certaine manière dans cette culture, et je vais te démontrer mon respect d'une autre manière, mais tout aussi valide, dans une autre culture, et je vais te démontrer mon respect juste d'une autre manière. Et effectivement, en maths ou en physique, en maths surtout, on peut démontrer des vérités mathématiques de différentes manières possibles, tu vois. On peut démontrer que j'ai pas peur en avançant, je peux démontrer que j'ai pas peur en le disant j'ai pas peur, on peut démontrer de différentes manières possibles. Et là, c'est des démonstrations que les cultures elles choisissent de valeurs avec lesquelles entre lesquelles, genre pour lesquelles elles sont toutes d'accord entre elles dans le monde, tu vois. C'est une erreur de logique ce que tu es en train de faire parce que le résultat mathématique, lui, est le même. Tandis que, par exemple, dans la façon dont moi je vais prouver l'amour à ma mère et toi dans la façon dont toi tu vas prouver l'amour à ta mère n'est pas le même. C'est-à-dire que le jugement téléologique, si tu veux même, carrément, ce n'est pas le même. Ça veut dire qu'en soi, tu as tort, encore une fois. Ben, en gros, genre, pareil en mathématiques, tu peux prouver une vérité de différentes manières. Et donc, comme toi, tu prouves à ta mère d'une façon, et moi, je prouve à ma mère d'une autre façon, mais au final, la vérité qu'on est en train de prouver, en maths comme dans l'amour, elle est la même, tu vois. On est en train de prouver le même. Ah non, elle n'est pas la même, du coup. En maths, en tout cas, en maths, c'est clair qu'on peut démontrer une même chose de différentes manières différentes. D'ailleurs, des fois, on apprend plusieurs démonstrations pour une vérité. D'ailleurs, moi, je peux te démontrer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, avec nos habits, par exemple, on essaie de, supposons, démontrer qu'on est riche. On essaie de montrer qu'on est riche, par exemple. On peut le montrer en ayant des habits bling bling, en ayant des bijoux, en ayant une grosse voiture, ou alors non, en choisissant autre chose, par exemple en mettant un profil Facebook avec plein d'argent, ou plutôt on essaie de démontrer de plein de manières différentes que quelque chose, tu vois. De la même manière, l'amour, c'est pas parce qu'il est démontré dans chaque culture de façon différente, le respect, c'est pas parce qu'il est démontré de manière différente dans chaque culture, que c'est pas là exactement la même chose qui est démontrée, tu vois. Si tu veux, allez, j'accepte. Mais du coup, là, encore une fois, on dit quand même. Moi, j'aimerais simplement revenir sur le concept de libre arbitre. Le problème étant que je me suis positionné sur une affirmation, tu ne l'as pas réfutée encore une fois. J'attends ta réfutation. Est-ce que tu peux juste répéter, par exemple, le concept de liberté est une chose en soi qui n'existe qu'intramentalement à l'individu, et de ce fait-là, il est subjectif, enfin il passe en l'occurrence par la catégorie kantienne, et qu'il devient subjectif, tu vois, et que de ce fait-là, encore une fois, Allô? Je crois qu'il a juste déconnecté. Allô, ouais. Ouais, il y a une coupure. Bon, on va espérer qu'il revienne très vite. Ouais, il a une petite coupure internet, il va revenir. Ok. Je vais débattre avec moi-même si vous permettez. Donc bonjour. Enchanté de débattre avec toi. Il faudrait qu'il t'entende. Je m'appelle Arm. Bon, il est de retour, là. Il arrive. Ah, voilà, c'est parti. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi non plus. Ça a coupé, excuse-moi. Et pardon. Tout simplement, ce que je t'explique, c'est que, par exemple, je distingue la chose existant simplement de par la pensée idéale de l'individu, et la chose existant extramentalement à la pensée idéale de l'individu, qui est par exemple l'objet sensible, qui lui existe objectivement, et ça j'appelle par exemple la chose en elle-même, tu vois. Ça c'est une différenciation. Et par exemple, la chose en soi, pour moi, c'est le concept de Dieu, le concept de liberté, le concept d'immortalité de l'âme, tu vois. Et que ces concepts-là, ils ne peuvent être que véridiques, si tu veux, et que instanciés de par cette pensée idéale de l'individu, mais ne prenant pour aucunement des
des connaissances a posteriori dans le monde actuel et concret de notre existence, tu vois. Et que du coup, par exemple, la lampe, elle existe extramentalement à l'individu, bien évidemment. C'est une chose en elle-même, dans le sens où moi, je comprends son phénomène, mais qu'il existe tout de même une dimension nouménale de la lampe que je ne pourrai jamais comprendre. C'est pour ça que je n'en parle pas. Tu en penses quoi, par exemple, sur ça? Moi, je pense, là, tu utilises beaucoup de références kantiennes, tu vois, a posteriori, la chose en soi, la chose en elle-même, ça dans la métaphysique. Ok, je comprends, mais je crois qu'il faut vraiment. J'aimerais te demander d'être plus simple, genre et plus clair, parce que j'ai l'impression que c'est très 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 sophistiqué. Je comprends que c'est une pseudo et tout, mais genre toutes ces références, il faut vraiment avoir une grosse connaissance de la pensée kantienne pour vraiment suivre, tu vois, nominal. Moi, je suis désolé, mais je suis pas à l'aise avec le mot nominal, surtout si tu enchaînes plusieurs trucs. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour moi, la liberté n'existe pas. Je t'affirme une chose et j'essaie de te la démontrer. À toi de me réfuter cela, chose que tu ne fais pas actuellement. Et c'est problématique, tu vois, sur le débat. Et vraiment, le débat ne va pas loin. C'est dommage, encore une fois, tu vois. Moi, je te dis simplement que partant du principe où il existe des concepts ou même des idéaux qui ne peuvent être décorrélés de la chose qui est la pensée idéale de l'individu, alors on ne peut pas dire que cette chose-là est objectivement valable et objectivement universelle, tout simplement. Tandis que, par exemple, vas-y, je t'écoute, mais dis-moi si tu as une problématique à aborder, je t'écoute, dis-moi. Juste, attends, il faut que tu définisses. Alors, qu'est-ce que la pensée idéale de l'individu? Non, tu veux dire par là? Non, la pensée idéale en l'occurrence. La pensée idéale, c'est simplement, par exemple, quand tu parles d'un idéalisme transcendantal, tu vois. C'est de l'ordre du suprasensible en l'occurrence. Le suprasensible qui ne prend pas pour précepte des choses existantes dans notre monde actuel concret, tout simplement. Est-ce que tu comprends? C'est des choses qui sont des savoirs a priori. Attends, mais juste, non, genre, il faut que tu expliques. Genre, en fait, si tu veux, par exemple, on pourrait même faire la distinction, comme tu as parlé de savoir a priori, on pourrait faire la distinction entre une connaissance a priori et une connaissance a posteriori. La connaissance a priori, elle, c'est une... Tu veux démontrer quoi? Là, tu as dit la liberté n'existe pas, mais ok, quelle est la raison pour laquelle la liberté n'existe pas? Genre, est-ce que ça peut être en fait, c'est simple, c'est que moi je suis un réaliste modéré. Je te dis qu'en fait, les seules choses qui puissent être, c'est les choses de l'ordre de l'objet sensible, de l'ordre voilà, c'est de l'ordre de la lampe. La lampe existe, la terre existe, tandis que par exemple le concept en tant que tel de liberté, lui n'existe pas car il ne prend pour aucun fondement dans la réalité sensible en l'occurrence, tu vois. Ouais, sauf que attends, je vais finir sur ça si tu veux pour être un peu plus clair dans mes propos. Voilà, je te dirais qu'en fait, on fait appel au sens interne et au sens externe de l'individu. Et que par exemple, le sens externe passe nécessairement par la conscience phénoménale. Et que la conscience phénoménale, elle implique nécessairement la subjectivité de l'individu. Et que la subjectivité n'est pas objectivité, et que comme ce n'est pas objectivité, alors ça ne peut être, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ok, donc là c'est plus clair, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de clarifier, maintenant je comprends mieux. Et en gros, tu es en train de dire que la démonstration, et ça c'est l'argument kantien, donc c'est difficile de répondre à Kant lui-même. Ouais, c'est ça, mais genre à la fin de l'histoire, c'est difficile de répondre à Kant lui-même, mais c'est correct. En gros, c'est juste que tu es en train de dire qu'il n'y a pas de démonstration claire des concepts qui sont théoriques, c'est-à-dire qui ne passent pas par l'expérience sensible, si j'ai bien compris, et parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas une démonstration qui existe qui nous permet de dire qu'il existe. En fait, si tu veux, par exemple, dans la fin de toute chose, c'est Flammarion Essai, par exemple, si tu veux, pour donner l'édition, il va te dire qu'il y a les concepts qu'on peut déterminer et les concepts qui sont indéterminables. Par exemple, la chose en soi ou la liberté en soi, c'est un concept indéterminable. De ce fait-là, elle ne prend, en l'occurrence, c'est une intuition sensible, par exemple, l'intuition sensible qui est l'espace et le temps, si tu veux, là, mais qu'elle ne prend pour fondement aucunement encore
pour revenir tout de même au concept de libre arbitre, il te parlait d'autodétermination et que partant du principe où l'autodétermination est, alors il y a libre arbitre, sauf que c'est faux, et que là je fais la distinction formelle entre le concept de liberté inconditionnelle qui n'existe pas du coup selon ma vision des choses, et le concept d'autonomie. Et là, par exemple, oui, l'autonomie, c'est une autodétermination de l'individu prenant pour fondement les déterminations que j'appelle les conditionnés donnés, les phénomènes en l'occurrence qui nous déterminent dans notre existence, tels que par exemple l'éducation de ma mère, tout simplement. Ou même tel que, si tu veux, mes organes sensibles. Attends, tel que par exemple mes organes sensibles, faisant appel à l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, et voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Déjà un peu, merci, mais genre c'est juste que là en l'occurrence le problème c'est que effectivement on est en train de citer la pensée de Kant et moi genre, dans un sens tu me demandes de répondre à Kant lui-même, donc ça c'est un peu complexe parce que déjà Kant ça s'explique pas il faudrait quand même lire qui est de façon beaucoup plus profonde, tu vois. Mais de ce que j'ai compris, il y a des points sur lesquels toi t'appuies personnellement beaucoup plus et donc c'est à ça que effectivement je comprends que tu veux que je te réponde. Et c'est quoi les points sur lesquels tu argumentes un peu plus? En tout cas, c'était le premier point sur lequel je t'ai dit, je t'ai arrêté en disant, j'ai mieux compris. C'était le fait que, vu que c'est un concept, la liberté en elle-même, c'est un concept entre guillemets qui ne peut pas passer par la chose sensible. Non, pas en elle-même, parce que justement, elle est liée inextricablement à la conscience de l'individu. Du coup, c'est pas en elle-même. Je distingue la chose en soi de la chose en elle-même. Quand on ne le fait pas, par exemple, tu vois. Ok. Donc du coup, tu es en train de dire la liberté ne peut pas être parce que c'est un concept qui ne peut pas passer. Est-ce que c'est ça que tu dis? Pas passer par l'expérience sensible, qui peut pas être. Il peut pas y avoir une démonstration de l'existence de la liberté parce qu'il peut passer par quelque chose de sensible. Si tu veux, peut-être selon une petite perception, tu pourrais éventuellement réussir à attraper ne serait-ce qu'un bout d'une autonomie, si tu veux, mais jamais, en l'occurrence, de pouvoir réussir à déterminer le concept de liberté, et que comme nous ne pouvons pas déterminer le concept de liberté, alors le concept n'existe pas, et que là, on est dans le jugement, par exemple, réfléchissant, la réflexion de ce concept-là, jusqu'à essayer de lui donner une définition usuelle et universelle pour tout individu, et là, peut-être qu'un jour, je pourrais prendre en compte la liberté. Je suis désolé, mais là, le vocabulaire, je suis désolé, je comprends pas. Je suis désolé. Genre là, le vocabulaire, je trouve qu'il est trop. Non, en vrai, c'est correct. En mode là, je pourrais lire un livre. Pose des questions si tu veux. C'est le but du débat. Pose des questions si tu ne comprends pas et j'essaierai de t'expliquer. Après, je sais pas si je comprends pas ou c'est pas vraiment clair. Ouais, mais justement, si ce n'est pas vraiment clair, spécifie ou ce n'est pas vraiment clair et je t'expliquerai. Ok, est-ce que tu peux expliquer en quelques phrases simples, en l'occurrence, pourquoi on peut pas définir la liberté? Et sauf que si effectivement j'ai compris ce que tu veux dire par là, et bah, le truc c'est que là on parle pas du libre arbitre. Tu as démontré que n'importe quel concept qui ne passe pas par l'expérience sensible, il ne peut pas être démontré en lui-même, et donc ça veut dire que les maths de manière générale tout est faux, que les trucs. Donc qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui fait que la liberté on pourrait pas la définir? Ça, les maths par exemple. C'est faux. Les mathématiques, ce n'est pas faux, ils sont effectifs en l'occurrence, mais je te dirais par exemple que les mathématiques, c'est une invention de l'homme, et que pour prendre même Henri Lefebvre dans sa logique formelle et sa logique dialectique, si je dis pas de bêtises, en te reprenant Hegel, il te dit que c'est un constructivisme irréel se basant sur l'arbitraire de l'individu. Et ça, c'est intéressant, parce on pourrait faire même le truchement, si tu veux. On pourrait faire le truchement entre le libre arbitre et l'arbitre. Moi, par exemple, je te dis que le libre arbitre ne peut être, mais par exemple, l'arbitre peut être tout simplement, car l'arbitre, lui, prend en compte le concept d'autonomie, et que le concept d'autonomie, lui, prend en compte aussi les conditionnés donnés, qui sont les déterminations, et les phénomènes en amont ou même en aval qui nous conditionnent dans notre existence tout simplement, et que là j'accepte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'autonomie, je m'efforce à ne pas vouloir être contrainte. Et c'est là où justement je te dirais que le problème étant que dans les lois morales théistes, et c'est ça le début, enfin le débat initial que j'aurais bien voulu parler avec comment il s'appelle, Youssef, mais il n'est pas présent, c'est que les lois morales théistes te contraignent dans ta façon d'être. Et là, on en vient à parler d'une hétéronomisation. L'hétéronomisation. Ouais. Vraiment, je t'expliquais. L'hétéronomisation qui est en l'occurrence le contraire même, l'opposé même de l'autonomie.
et que si tu n'es pas libre, car je t'ai expliqué pourquoi pour moi la liberté ne peut être car elle est subjective à chacun, d'une certaine manière, et que ce n'est pas un concept déterminable, à toi de m'attaquer. Après, le problème, c'est que tu ne m'attaques pas sur les positions. J'aimerais juste que tu m'apportes. La liberté serait... Attends, je vais répéter ta phrase. Pourquoi la liberté serait un concept subjectif à chacun et donc n'est pas déterminé? C'est-à-dire, pourquoi la liberté car elle passe... un concept... Attends, juste une seconde. Pourquoi la liberté serait un concept subjectif à chacun, plus que, par exemple, autre chose, je sais pas, la joie, je sais pas, la connaissance, n'importe quel autre concept qui existe, le jeu, car elle passe nécessairement dans le jugement synthétique a priori de l'individu. De ce fait-là, la conscience phénoménale rentre en vigueur et la conscience phénoménale implique nécessairement, encore une fois, la subjectivité de notre raison. Et même c'est que les mots que tu utilises, ils demandent une définition qui est un grand argument, qui est certainement valide. Mais tu peux pas utiliser. Si tu veux sauter les arguments avec des mots. Ok, bon, regarde, c'est intéressant. Si tu veux, on peut, regarde, on va passer dans une autre médiation. Si tu veux, regarde, je vais te parler par exemple de l'expérience de Libé. Est-ce que tu sais c'est quoi l'expérience de Libé d'une... Attends, juste 2 secondes, on va parler de beaucoup de choses. J'ai pas envie qu'on change de sujet encore. Parce que mais si, mais justement, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que là, on est encore dans les temps impartis des 30 minutes sur le libre arbitre. L'expérience de Libé, justement, elle te réfute d'une certaine manière le libre arbitre de l'individu. Du coup, c'est une preuve empirique de la science, tu vois, tout simplement. Est-ce que tu pour que je te l'explique vite fait, grossièrement, moi-même je ne connais pas. Mais c'est juste que là, on a passé d'un argument, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre. C'est très difficile de s'organiser, surtout que les arguments, effectivement, ils sont denses. Il y a beaucoup d'informations dedans. Les mots qui sont utilisés, ils contiennent des définitions qui sont longues. Donc du coup, où est-ce qu'on va? C'est ça que je veux dire. J'aimerais bien que Arme, je t'aime beaucoup. Écoute-moi, tu es vraiment une bonne personne. Mais le problème étant que ce n'est pas de ma faute si tu ne me comprends pas. Ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas en arriver là. Je ne peux pas venir en l'occurrence. Je ne peux pas te sauver. Je ne suis pas toi en l'occurrence. Il y a ce qui dépend de moi, c'est qui ne dépend pas de moi. Par exemple, pour reprendre des piqûres. Enfin, pour reprendre des piqûres sous moi. En l'occurrence, ta raison dépend de ta propre volition. Enfin, ta volition dépend de ta propre raison. Ton entraînement dépend de ta propre cognition. Excuse-moi. En fait, ce que tu comprends, c'est que ce n'est pas à moi, en l'occurrence, à essayer de te faire comprendre la chose. C'est à toi de comprendre la chose et tu ne la comprends pas. Bah, ce n'est pas de ma faute, en l'occurrence. Encore une fois, pose-moi des questions si tu veux. Pour la suite, qu'on avance pas. S'il vous plaît. Ce que je propose pour la suite, ce que je vous suggère même, c'est votre thèse, en tout cas la thèse que vous souhaitez défendre dans le prochain argument. Si elle contient des concepts un petit peu abstraits, un petit peu abscons, mettez-la en écrit dans le textuel et expliquez-la, détaillez-la. Dites-le en même temps à l'oral, hein, mais pour que ce soit en fait mort, mais histoire qu'on puisse y revenir et histoire qu'on soit bien clair sur le dernier argument de cette session-là, en fait. Si tu veux, regarde, je te donnerai. Il faut qu'à mon avis, je me laisse répondre, juste simplement. Si vas-y, je t'écoute. C'est que, effectivement, si moi je prends un livre qui est complexe, et qui est de philosophie avancée, et que j'arrive avec une personne qui peut être intelligente ou non, qui peut être très avancée même en philosophie, et que je résume littéralement tout le livre en quelques phrases, en sautant genre les définitions que l'auteur il donne de ces choses-là, et surtout j'argumente le livre, c'est-à-dire je reprends exactement l'argument du livre. Effectivement, j'ai vraiment argumenté, je n'ai pas vraiment fait un débat, j'ai repris la pensée de quelqu'un, j'ai réitéré la pensée de quelqu'un en la résumant, en la rendant plus dense, parce que tu la résumes tout un livre en je sais pas, 10 minutes de discussion, et du coup, effectivement, la personne en face, elle est juste en contact avec une pensée qui est complexe, qui vient d'un des plus grands philosophes des derniers siècles, et qui est là, et effectivement, je pense qu'on lui rend pas justice en la résumant en quelques phrases. Peut-être que pour un initié qui est très avancé dans ces choses-là, il a déjà les concepts qui sont, tu vois, préconstruits dans sa tête, au sens qu'il sait ce qu'on veut dire par là et ce qu'on veut dire par là. Mais sauf que moi, je prétends que c'est impossible. Ce n'est pas physiquement possible pour une personne qui est... Si tu veux, regarde, par exemple, si tu veux, en fait, le problème, c'est que pose-moi les questions, je te répondrai, vraiment, je te répondrai. Oui, mais sauf que le truc, c'est que moi, c'est ça que je prétends. Ce que je prétends, c'est qu'effectivement, si je te posais les questions, ce serait très instructif et tout ça. Mais je pense que si on veut te rendre justice à ton argument, les questions que je devrais poser, elles devraient arriver au point où tu vas me résumer et me relire exactement tout le livre de Kant. Parce que effectivement, s'il a écrit tout un livre, c'est parce qu'il y avait tout ça à dire. Je pense pas qu'un auteur, il va écrire plus que ce qu'il en faut. Il va écrire ce qu'il en faut. Donc au final, ce qu'il en faut pour comprendre la résumé, la conclusion de sa pensée, c'est tout le livre. Donc en fait, si tu voulais rendre justice à la conclusion que tu es en train de me donner, il faudrait que tu répètes, et tu me le répètes à tous, tout le livre.
Parce que c'est l'auteur, il a décidé de choisir cette quantité d'informations pour justifier sa conclusion. Et toi, tu arrives avec la conclusion de l'auteur, mais sans le livre, malheureusement, tu vois. Et donc, je comprends que c'est une information c'est un argument qui est très avancé. Mais le truc, c'est qu'un argument très avancé, parfois, ça implique une très, 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 très longue demande d'informations au préalable, en l'occurrence, tout le livre, tu vois. Et là, nous, on a un résumé de livre qu'on est en train de sauter les pages, tu vois. Tu peux pas lire Kant super vite comme ça, en feuilletant les pages à 200 à l'heure pour finir en 10 minutes, tu vois. Et c'est ce qu'on a, moi, c'est ce que je ressens personnellement, tu vois. On est en train de feuilleter Kant et on arrive à la conclusion et qu'est-ce que tu en penses? Mais admettons que le débat n'a pas été préparé et qu'il a été fait un petit peu, qu'il a été improvisé, on va demander aux sophistiqués les concepts kantiens de les expliquer simplement. En fait. Mais ça serait aussi long que de lire le livre de Kant, c'est ça que je prétends. Non, mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que s'il ne le comprend pas, il peut me poser la question. En posant la question, je prétends qu'en te posant la question, si je te pose assez de questions, genre les questions nécessaires pour tout comprendre, eh ben, il faudrait que, avec ces questions-là, tu parles autant que tout le livre. Non, pas du tout, pas du tout. Mais pourquoi l'auteur, pour arriver à cette conclusion, il a choisi d'écrire tout ce livre? Parce que c'est les informations nécessaires. Et donc, quand tu arrives avec la conclusion, pour que moi je comprenne cette conclusion, selon l'auteur lui-même, il faudrait lire tout le livre. Sinon, l'auteur, il va pas résumer sa pensée, l'auteur, tu vois. Au contraire, il va faire le minimum possible. Enfin, genre, il va faire les informations nécessaires. Il va pas en rajouter des caisses. Donc, moi, si je veux avoir les informations nécessaires pour comprendre cette conclusion, celle de l'auteur et celle que tu me proposes, eh ben, il faut que je te pose la question de tout le livre. Et donc, c'est ça qui est problématique, c'est que... Pas du tout, vraiment, pas du tout. Mais pas du tout. Ça arrive bien avec une conclusion d'un livre. Encore une fois, les seuls concepts qui peut-être sont compliqués à appréhender, comprendre et même analyser, si tu veux, c'est peut-être le concept de jugement analytique et de jugement synthétique a priori. Si tu veux, je peux t'expliquer, même le jugement déterminant, et j'en ai pas parlé, le jugement réfléchissant, sinon, vraiment, je n'utilise pas de termes kantiens, c'est tout. Peut-être que connaissance a posteriori, connaissance a priori, si ça pose problème. La chose en elle-même. Mais justement, je te l'ai expliqué, mais je t'expliquais ce que c'était que la... Non, mais tu te mais pourquoi tu expliques pas tout? Et si tu expliquerais tout, tu donnerais tout le livre de Kant. C'est ça l'idée, c'est que tu arrives à une conclusion kantienne. Encore une fois, comprends une chose, c'est que je ne me base pas sur l'entièreté des propos kantiens. Je me base simplement sur ma propre pensée en prenant pour grande considération l'épistémologie et l'ontologie kantienne. Je ne te dis pas que forcément ce sont les propos de Kant par moment. Je dis simplement que là, ce sont mes conceptions, en l'occurrence mon discours logique selon ma propre perception, c'est tout. Les choses, elles peuvent être bien formulées. Est-ce que tu peux résumer en une phrase? Regarde, il y a des grands concepts de la physique qui sont très 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 complexes. Il y a des grands concepts des maths qui sont très très complexes. En l'occurrence, malgré qu'ils soient très complexes, s'ils sont bien compris, il y a un truc phénoménal qui peut arriver, c'est que, comme la relativité, comme beaucoup de choses, elles peuvent être résumées en une seule expression. Donc en physique, ça serait, tu vois, on résume tout avec une expression, une équation, tu vois, E égale mc2 ou d'autres expressions connues, tu vois, de la physique. Et on peut faire pareil en littérature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un relativement grand raisonnement, on peut théoriquement, normalement, résumer, si on le maîtrise bien, son argument en une seule phrase qui est claire, une phrase de genre, je sais pas, en une seule phrase. Voilà. Est-ce que tu peux résumer en une seule phrase pourquoi tu penses qu'effectivement la liberté ne peut pas être? Bientôt swap Walter, pardon. On va bientôt swap de sujet. Hein. Oui, au deuxième sujet, alors oui, déjà, oui, ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait avoir un dernier argument, mais qui serait vraiment centré sur le sujet, c'est-à-dire l'existence du libre arbitre philosophiquement. Bon, regarde, j'ai compris, Walter. Et si vous citez quoi que ce soit, vous avez parfaitement le droit, c'est même encouragé, de citer des auteurs. Expliquer en quelques mots. C'est bon, Walter, j'ai très bien compris, j'ai explicité mes propos, sans reprendre par exemple une possible kantienne, pas grave. Par exemple, Arm, je te dis simplement une chose, c'est que le libre arbitre ne peut pas être dans le fait que la détermination existe, en l'occurrence. La détermination, ce sont les phénomènes qui ne dépendent pas de notre raison, mais qui nous tapent, en l'occurrence, qu'on appelle les causes extérieures à notre existence, par exemple. Tu vois, ces causes extérieures à notre existence nous fondent. Ces causes, en l'occurrence, voilà, tu le comprends, ça. Et que par exemple. C'est pas je le comprends, juste seconde, c'est pas je le comprends, c'est juste la pensée déterministe. Attends, en fait, il n'y avait pas de référence à Kant. Justement. Non, mais attends, je finis, les gars. C'est que par exemple, du coup, je te dis simplement une chose, c'est que moi, je suis un déterminisme strict. Je suis un déterminisme strict. Je suis un incompatibilisme ferme, si tu veux, voilà. Et que je te dis simplement que
partant du principe où il y a détermination, alors la liberté ne peut pas être. Par contre, ce que j'essaye de faire, et là c'est de la conjecturation, voilà, on est dans la conjecture totale, et même quand t'en parles dans Sacré de la raison pratique, sauf que lui te prend pour fondement la liberté. Tu veux, en plus, je sais, il te parle, c'est quoi? C'est dans les fondements de la métaphysique des mœurs, la notion de liberté était à la fois simple et claire. La liberté se trouvait toujours définie à partir de la loi morale, et même aussi dans l'analytique de la raison pratique. Tu vois, on pourra même en parler dans tout à l'heure. Non, mais non, je digresse pas parce que justement, je fais la médiation entre la conscience de l'individu et pourquoi la moralité peut être objectivement valable et universelle selon Kant, justement. Et ça, c'est sa critique de la raison pratique, il t'explique. Mais que du coup, juste, oui, tu as raison, je digresser sur certains points, c'est vrai. Mais du coup, pour moi, par exemple, l'autonomie, je te donne qu'est-ce que l'autonomie selon moi. Et encore une fois, j'avais entendu Attard en parler un peu, c'est justement l'autodétermination de sa propre existence. Je te donne la définition exacte. C'est le droit, en l'occurrence hypothétique, de se gouverner par ses propres préceptes, en prenant en considération du coup les déterminations que j'appelle les conditionnés donnés. Et que par contre, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si l'être est autonome dans sa volition, si tu veux, devient théiste, alors il n'est plus autonome, il est hétéronome. L'hétéronomie, en l'occurrence, qui est simplement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, l'opposé de l'autonomie, tout simplement. Et que du coup, là, il en vient une contradiction interne dans le système des musulmans, des chrétiens et des juifs, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça fait la transition avec la deuxième partie. Ça c'est intéressant de passer à dire. Oui. Heureusement que là on n'a pas. En fait, si tu veux, effectivement, peut-être qu'on n'était pas parfaitement en phase avec le sujet, sauf que je pense qu'on a évoqué des sujets qui sont vraiment intelligents, je crois, qui sont intéressants, pardon. Et par contre, des concepts aussi qui sont relativement sophistiqués, des manières de voir les choses qui sont un peu différentes. Donc, au moins, ça a été peut-être un peu enrichissant les débats, même si on n'était pas en phase. Dans la première partie. Pourquoi on n'était pas en phase dans cette première partie? C'était effectivement parce que je crois que c'était dur à comprendre que ton argument principal, c'était l'argument déterministe, déjà que la causalité, elle implique la non-existence d'un libre arbitre. Ça, c'est un concept que je comprends. Moi, le truc, c'est que j'aurais du mal, effectivement, ce que j'avais dit au début, à argumenter contre ça, que ce que j'ai pas d'argument clair. Ouais, je l'ai très bien compris. Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis presque d'accord. Donc, tu vois, c'est pas j'ai pas d'argument, c'est juste que depuis le début, j'ai pas du tout de nature à ça. Par contre, je peux argumenter pour le plaisir d'argumenter avec un argument qui est vraiment pas mal, et c'est une thèse plutôt à creuser, tu vois, c'est-à-dire que on peut imaginer dans un sens, et ça c'est une idée qui vient genre personnelle, tu vois, je sais pas ce qu'elle vaut, moi je pense qu'elle a quand même un intérêt, c'est que une hypothèse pour rentrer dans un peu un genre de compatibilisme, c'est-à-dire que effectivement il y a un libre arbitre malgré la causalité, sans présence d'une conscience ou d'une âme qui fait qu'il y a un libre arbitre, etc. C'est quoi? C'est que l'être humain il est tellement complexe dans son processus de décision, effectivement la chaîne de causalité qui à la base le précède, tu vois, qui est censé le déterminer. Là, je te coupe. Attends, juste 2 secondes, je termine. Vas-y. Je t'ai écouté. La chaîne de causalité, l'être humain il est tellement complexe dans son processus de décision qu'il va arriver à la fin en disant ça c'est mon choix, ça c'est ma liberté. Son processus de décision est tellement concept que la chaîne de causalité dans son processus de décision, c'est-à-dire c'est la chaîne logique. Moi, c'est un parallèle entre la chaîne causale et la chaîne logique, où la logique, ça serait une façon théorique de faire la chaîne causale. Quand tu dis donc, c'est comme par conséquent, c'est comme une cause, c'est comme une conséquence, tu vois. Donc, sa chaîne tu vois, son processus de décision est tellement complexe que au bout d'un moment, après un certain niveau de réflexion, c'est presque comme si la chaîne de causalité était plus longue, était plus complexe, était plus riche dans son esprit à lui que dans toutes les causes et les conséquences qui l'ont précédé. Tu vois, au sens que l'univers, il a eu une chaîne de causalité, mais cette chaîne de causalité, elle a tellement été genre avancée dans sa tête à lui avant qu'il prenne une décision, que c'est un peu lui en tant que partie de l'univers, c'est comme si ça lui appartient un peu cette décision. Ça veut dire que cette chaîne de causalité, elle s'est tellement passée dans l'enceinte de son esprit, de sa conscience, ou enfin de son cerveau, que c'est presque comme si cette décision et cette chaîne de causalité, ou le résultat de cette chaîne de causalité, elle lui appartient dans un sens, tu vois. Ok, donc, pour te répondre très succinctement, en l'occurrence, là, tu fais appel à ton sens externe, le sens externe qui est simplement la sensibilité même de l'individu. C'est-à-dire que là, ça va se baser simplement sur un jugement réfléchissant qui prend pour compte la représentation en l'occurrence ta propre représentation, quoi. Ça veut dire qu'en fait ça ne peut pas avoir lieu et que par exemple moi je suis plus dans une forme de volonté prenant pour compte les déterminations déjà données.
tout simplement. Et qu'en fait, là, vraiment, ce que tu me fais, c'est simplement, tu m'expliques que oui, de par ma sensibilité, j'accepte, je trouve cela très complexe, très technique, très mécanique. Or, ça n'a pas forcément lieu d'être et que je te dirais simplement que pour moi, ce n'est pas le cas et que je te dirais même carrément que pour moi, l'homme n'est pas forcément complexe. Alors, Encore une fois. est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord sur votre désaccord afin qu'on passe à la deuxième partie? Oh, ouais, c'est correct. Je pense que c'est le moment de faire la. Ok. Donc, ok. Donc, je vais vous redemander à tous les deux, hein, parce que ça s'est décidé un petit peu à la dernière minute. Donc, la première partie, c'était sur l'existence d'un libre arbitre dans l'absolu. La deuxième partie, si vous êtes toujours OK, hein, si j'ai bien compris aussi dans la conversation privée qu'on a eue avant, ça va être l'existence du libre arbitre selon la religion. Non. La deuxième partie du débat, par contre, si je peux me permettre, c'est effectivement l'existence d'une moralité qui n'est pas basée sur une conscience sociale, qui n'est pas basée sur qui est basée sur, selon moi, un raisonnement aussi fondamental que un raisonnement fondamental en tout cas, qui est basé sur des objets qui sont tu vois, certes, qui sont fondamentaux au sens qu'ils sont connectés à la réalité, qui sont pas du tout ils sont pas des constructions sociales déjà en premier lieu, et oublions la religion. Je dis juste que dans la société, ce que nous, en général, on entend par moralité, c'est fondé. C'est fondé, c'est juste que ça vient d'un raisonnement qui est... Sophistiqué, t'es OK avec ça? Ouais, vas-y, on y va. Hein. Ok. On y va, mais vraiment, j'aimerais bien commencer pour ça, parce que juste, j'ai une introduction qui me tient à cœur, et donc si je peux... j'aimerais introduire les choses, faire un préambule en gros qui me tient à cœur sur le fait de préciser le contexte du débat. Tu vois. Effectivement, le contexte du débat, c'est que, comme on sait, si tu permets, Walter, on est d'accord ? Je te permets. Ok. Le contexte du débat, c'est quoi ? C'est que effectivement, on sait que dans l'histoire, il y a effectivement des courants philosophiques. Il y a certaines époques qui ont été dominées par un traditionnalisme, par des époques qui sont très dominées par la religion, d'autres non, d'autres par des différentes philosophies. Et donc, on a un peu, en résumé, appelé ça des courants philosophiques, tu vois. Et donc, jusque-là, il n'y a pas si longtemps, on était quelques 500 ans dans un courant philosophique très traditionnaliste, genre fin du Moyen-Âge, etc. Après la Renaissance, on est allé sur d'autres courants philosophiques, tu vois, structuralistes, modernistes, etc. Et moi, je prétends, et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que aujourd'hui, depuis les années 60 et 70, on est dans un nouveau courant philosophique. Et ce courant philosophique, comme d'autres dans l'histoire, il prétend quoi ? Il prétend que, ce qu'on entend toujours d'ailleurs, et ce qui est trop populaire, c'est qu'il prétend que l'ensemble de nos normes, l'ensemble de nos traditions, de nos habitudes, etc., ne sont pas fondées, et ne sont pas vraies, et ne sont pas effectivement effectives, mais elles sont basées sur des constructions presque arbitraires de la société, c'est-à-dire des constructions sociales. Donc, souvent on entend l'argument, mais toi tu penses que ça c'est naturel, mais en fait c'est construit. L'un des grands arguments pour arriver à cette conclusion, c'est de dire, mais regarde, dans d'autres cultures, les choses se passent autrement. Et donc, du coup, c'est la preuve que nos coutumes, en fait, elles sont parfaitement arbitraires. Si tu avais grandi, et on entend tout le temps cet argument, si tu avais grandi dans une autre culture, dans une autre époque, etc., et on t'aurait appris d'autres choses, tes habitudes seraient différentes, ta norme serait différente, ce que tu penses comme bien et mal aussi serait différente, et tes traditions seraient différentes. Ça, c'est ce que prétend le postmodernisme, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire depuis les années 70, avec... relativisme culturel, en l'occurrence. C'est ça. Ça, c'est un grand. Et ce truc, c'est que cette idéologie, elle va aller jusqu'à déconstruire le genre. Aujourd'hui, on est en train de dire. Enfin, il y a une grande mouvement pour pousser à l'idée que, effectivement, même le genre, c'est quelque chose, une construction qui est arbitraire dans la société et qui est choisie presque arbitrairement. Et en fait, ces rôles-là ne sont pas du tout fondamentaux, ne représentent rien de sérieux et peuvent, par la preuve, c'est qu'ils peuvent être interchangés et donc on peut être transsexuel, etc. Sophistiqué, la réponse de en fait, c'est pas vraiment un argument, c'est juste pour poser le totalement. Il n'y a aucun argument à donner là. C'est pas un argument du tout. Walter. Mais juste, je te poserai la question, Arm, du coup, selon toi, est-ce qu'il existe une morale universellement objective ? Voilà, et moi, merci beaucoup, Sophistiqué, pour ta question, parce que c'est la transition que j'attends. Je suis content qu'on soit d'accord d'ailleurs sur le contexte du débat. C'est que moi, j'aimerais répondre à ça fondamentalement, tu vois, en passant sur le fond et en disant, effectivement, il n'y a rien, c'est très rare, les choses qui sont des constructions sociales. La première réponse, c'est quoi ? C'est déjà un argument un peu juste comme ça, qui n'est pas vraiment profond, mais c'est de dire déjà la société de base, intuitivement, elle a des milliers d'années, ça serait quand même pas si contre-intuitif que ça serait pas étonnant que quand même ces raisonnements-là, enfin ces traditions, ces habitudes, etc., elles soient basées sur plutôt l'expérience et la sagesse des années,
vois, plutôt que sur une construction presque créative, genre arbitraire, en mode ouais, on va faire ça, on va serrer la main de cette manière-là, de façon bête, etc. Donc déjà, la première chose, c'est que si une société elle a des milliers d'années, en général, ses traditions et ses habitudes, elles ne sont pas arbitraires. Le deuxième argument, il est celui que j'avais dit tout à l'heure, au début, c'est-à-dire que c'est une faute de penser que toutes les cultures ont des traditions et des valeurs différentes. C'est faux. La vérité, c'est que toutes les cultures se mettent d'accord sur le même ensemble de valeurs, le même. C'est ça que je prétends. Ah ouais. Or, attends, juste, je vais démontrer ça. Je vais démontrer ça. Comment je vais prouver que... C'est-à-dire que les différences entre les cultures, c'est deux choses. C'est que effectivement, les cultures, elles sont d'accord sur le même ensemble de valeurs, sauf que chaque culture, comme nous, dans notre personnalité, elles ont des préférences. Ça veut dire que, imaginons qu'on est tous d'accord ensemble sur les valeurs, genre la générosité, le courage, l'humilité, la gentillesse, je sais pas, la bravoure, ce que tu veux. Sauf que chacun dans notre existence, dans notre unicité, on a des préférences. Il y a des gens qui sont très généreux, ça ne les empêche pas de reconnaître que l'humilité est une valeur, que la générosité est une valeur, c'est juste qu'ils ont des préférences. De la même manière, les cultures, elles ont, malgré qu'elles soient d'accord avec les mêmes valeurs, elles ont des préférences. C'est-à-dire, en Occident, on a une préférence pour la valeur de la liberté. En l'occurrence, on va dire au Japon, ils ont une préférence pour la valeur du respect. Ça ne veut pas dire qu'en France ou en Occident, on ne reconnaît pas le respect comme une valeur. Et ça ne veut pas dire qu'au Japon, ils ne reconnaissent pas la liberté comme quelque chose d'important pour l'individu, tu vois. Pareil, je sais pas, en Orient, par exemple, on va avoir la préférence pour la valeur de la dignité ou la valeur de la solidarité. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on ne reconnaît pas le respect. Et deuxième chose, la première différence. La deuxième chose qui nous fait penser que chaque culture elle a des valeurs tu vois complètement différentes et c'est la preuve qu'au final rien n'a de fond et rien n'a de sens, c'est que les manifestations de ces mêmes valeurs-là, elles ont le droit, elles changent selon les cultures et elles ont le droit de changer. Or, ce sont les mêmes valeurs qui sont représentées. C'est-à-dire que quand je me tiens à distance de toi pour représenter le fait que je rentre pas dans ton espace privé et donc dans un sens je respecte ta limite, etc. Ou quand je te dis que je suis quelqu'un qui te respecte, ou quand de différentes manières, je peux te démontrer que je respecte cette distance, ou je peux te démontrer que j'ai de l'amour pour toi en t'offrant des cadeaux, en te disant je t'aime, en faisant des actes de bravoure et des trucs pour toi, en écrivant des poèmes. Je peux te démontrer l'amour mais l'amour, il reste le même. Donc dans chaque culture, on a des démonstrations de ces mêmes valeurs-là, qui sont différentes. C'est-à-dire en France, on va serrer la main pour dire bonjour, on va être très poli, c'est comme ça qu'on va témoigner le respect. Au Japon, on va se pencher, on va faire une certaine distance, pour témoigner le respect, c'est la même valeur. Bon, tu peux répondre sur ça. Ok. Du coup, par exemple, pour toi, si je dis pas de bêtises, en 2014, le massacre de Kocho en Irak, si je dis pas de bêtises, ou en l'occurrence des terroristes islamiques ont kidnappé plus de 1500 Irakiens yazidis, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Ils les ont emprisonnés, ont violé les petits enfants, enfin les petites filles et les femmes, et ont tué les hommes. Est-ce que pour toi, tu peux réussir à corréler, à faire la médiation entre leurs valeurs à eux et les valeurs, par exemple, de la République démocratique c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, moi, je veux dire un truc, c'est que la question, c'est pourquoi toutes les... Pourquoi toutes les cultures, elles se seraient d'accord sur les mêmes valeurs? C'est quand même bizarre que toutes les cultures, elles témoignent du respect, de l'honneur, de la dignité, de l'humilité, de la générosité. Toutes les cultures, elles sont d'accord sur les mêmes valeurs. Mais pourquoi ? Et c'est là où on va rentrer dans mon vrai argument, c'est que la raison pour laquelle toutes ces cultures, elles ont les mêmes valeurs, c'est parce qu'il y a un raisonnement fondamental, profond et très fort derrière, et ce raisonnement, il est inconscient. Exactement comme le raisonnement derrière l'amour. Je te coupe la parole. J'ai compris en fait. Là, tu parles d'un impératif. Si tu parles d'un impératif moral catégorique, en l'occurrence, qui te spécifie qu'est-ce qui est bon de faire. Non, mais je comprends en fait ton système de pensée. T'inquiète pas. Mais le problème étant qu'en fait, c'est faux. Mais vraiment, c'est faux. Doucement. Genre, ça va pas la tête. Genre, en gros, je prétends. C'est fou de répondre comme ça. Genre. Vas-y, je me démute. Je suis désolé, c'est fou de répondre comme ça. Genre, on se calme. C'est correct. Genre, c'est pas grave. Mais ok. Ce que je prétends, c'est qu'effectivement, il y a des raisonnements qui existent et qui sont inconscients. Ça, c'est pas un truc stupide à dire. Au contraire, en fait, c'est très intéressant à dire que derrière l'amour, il y a effectivement un raisonnement inconscient, tel que si on fait une introspection au fond et tu dis « Oh, c'est pour ça que je l'aime ». Quand on a un désir, que ce soit sexuel ou, je sais pas, n'importe, derrière quelqu'un, effectivement, moi, c'est pas que je prétends, c'est que ça paraît presque évident qu'il y a un raisonnement inconscient derrière. C'est en mode « Oh, si j'y réfléchis bien, c'est que je le désire parce qu'il est très musclé, parce qu'il est très courageux, parce qu'il est très ambitieux ».
cette information, on ne peut presque pas l'avoir si on ne fait pas une introspection et qu'on regarde au fond. C'est pour ça, c'est ce qui met en évidence, encore une fois, que c'est un raisonnement qui est inconscient. Et moi, je prétends que dans l'esprit humain, effectivement, il y a beaucoup de raisonnements inconscients. C'est-à-dire, un autre exemple, quand tu es dans une amitié, tu sais de façon inconsciente que il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, tu fais des accords tacites avec l'autre personne. Ah, c'est plus le temps. Inconsciemment, tu fais des accords tacites avec l'autre personne. Et donc, du coup, on est tous d'accord sur une chose, pourtant, ça a été inconscient. Bref, c'est le même genre de raisonnement inconscient qui permet de créer l'amour, le désir, je sais pas, d'autres trucs importants. C'est ce même genre de raisonnement qui arrive à la déduction de chacune des valeurs fondamentales que partagent chacune des cultures dans le monde et chacune des tribus dans le monde. Effectivement, s'il n'y a pas une tribu qui est d'accord avec ces valeurs, c'est peut-être qu'elle se trompe. Au sens, il y a un raisonnement fondamental que je peux ensuite donner, dire c'est quoi ce raisonnement. Vas-y, en fait, écoutez, déjà le temps donné n'est pas le même. Arm parle beaucoup plus que moi, mais bon, je ne veux pas intervenir, tu vois, je ne veux pas couper. Je t'ai poussé à finir vite. Pour ça. Okay. Moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Arm là, vraiment, c'est l'impératif. Encore une fois, je vais essayer de faire la médiation et elle a lieu d'être. En l'occurrence, c'est l'impératif moral catégorique qui va te reprendre le tu dois, qui est, comme tu l'as très bien dit, peut-être inconsciemment. Il est sous-jacent à la conscience de l'individu, donc peut-être inconscient si tu veux, tu as raison sur cela. Et que du coup, moi j'accepte cela et tu as totalement raison, encore une fois, mais que le problème étant que Arm, tu ne me réfutes jamais sur les assertions que je te donne à chaque fois, par exemple sur celle avec les... En fait, je sais pas, j'en ai marre, putain. En fait, par exemple, te parler d'un réalisme moral anthropologique, si tu veux, je peux aller même de ton côté. Moi, je te parlerai d'une forme de darwinisme biologique, dans un premier temps, puis d'un constructivisme moral, pour finir un intuitionnisme moral, tu vois. Et par exemple, le darwinisme moral, lui, le darwinisme biologique, qui va prendre en compte la génétique, la paléontologie, l'embryologie, de par une évolution en prenant en compte la variation, l'hérédité, la reproduction de l'individu, tu vois. On passe de l'état de singe à l'état d'Homo sapiens sapiens. Puis arrive du coup le constructivisme moral, qui est simplement des préceptes moraux qui sont construits de par la cohésion d'un groupe, la sociabilisation au sein même d'une communauté qui est du coup en l'occurrence nomade ou sédentaire dans les anciens temps, tu vois, et qui arrive à homogénéiser et harmoniser la chose, tout simplement pour un meilleur vivre ensemble, tout simplement. Et là on parle même, si tu veux, approfondir ça, rien. Et après on vient du coup l'intelligence, tu veux, où justement l'homme arrive de par encore une fois un impératif catégorique. Ça, faut bien le comprendre, parce qu'il faut pas avoir que lu Kant pour comprendre qu'est-ce que l'impératif moral catégorique. Et là, on en vient du coup à l'intuitionnisme moral, qui du coup pour moi est des vérités morales qui sont connues a priori par une forme d'intuition interne subsumée sous le principe de la raison pratique. Et c'est là où justement tu parles tu parles continuellement de la raison pratique de l'individu qui se base sur des valeurs universelles, car pour moi, encore une fois, on en vient au constructivisme moral. Il est préférable d'avoir des valeurs semblables pour bâtir un meilleur monde que des valeurs, des valeurs non semblables. Voilà, c'est tout. Très bien, merci. Mais tu as totalement raison sur ce que tu dis. En fait, je n'ai pas à te réfuter car j'accepte tes digressions à chaque fois. Ouais, mais là, je vais aller plus loin parce que je pense pas que c'est une digression. Effectivement, c'est effectivement le sujet de la morale et des valeurs en l'occurrence, puisque c'est la morale. Mais c'est correct. Là, je vais dire quelque chose avec lequel tu vas pas être d'accord, c'est que on peut pousser la réflexion telle que les valeurs morales sont démontrées en fait, sont démontrées rationnellement. Et la première chose, c'est que je voulais répondre à ce que tu disais, c'est-à-dire que oui, effectivement, l'argument du darwinisme, ensuite construit social, c'est très intéressant parce que c'est effectivement l'argument très communément admis dans le postmodernisme très populaire de nos jours, c'est de dire que effectivement, les nécessités, les besoins de l'histoire, les besoins des situations dans lesquelles on était à travers l'histoire, elles ont conditionné, en plus à travers presque
des réflexes pavloviens où à chaque fois ça se répète, conditionner des habitudes, des traditions. Je répète pour effectivement faire mettre en évidence que je comprends le poids de l'argument, tu vois, dans le sens que bon, cette historique-là, il a donné naissance à des traditions, à des obligations, à des habitudes qui ont forgé nos sociétés, qui ont donné des sortes de règles et des choses sur lesquelles on est tous d'accord, etc., etc. Et donc ça nous paraît tellement évident, mais effectivement, le grand argument du postmodernisme, c'est de dire que c'est évident, mais en fait non. C'est parfaitement arbitraire et c'est parfaitement peut-être relié à l'histoire, mais ça n'a aucun fondement rationnel. C'est juste la conséquence de événements historiques et qui ça c'est ça. Donc ça c'est l'argument de base sur lequel moi je veux répondre. Et moi je prétends que effectivement non. On prend une par une chacune des valeurs qu'on attribue à la morale et qu'on comprend en gros comment les jugements en cours de justice se font, parce qu'effectivement c'est le cours de justice qui va dire un des manifestations de la morale dans la société. Si on reprend tout ça et qu'on arrive à déterminer que tout ça a le même raisonnement, a un raisonnement sérieux, fondamental, et concret, bien intéressant, enfin bien complet, pardon. Alors, du coup, on dirait, mais en fait, toutes ces valeurs morales, elles viennent de ce raisonnement-là. Elles viennent pas de construction de la société, etc. Et moi, donc c'est ce raisonnement que je vais essayer de donner maintenant. Ce raisonnement, ça va faire appel, par contre, à des concepts un peu bizarres, et ces concepts, faut peut-être redéfinir. J'ai peur qu'avec ma réflexion, je l'ai quand même modifié, j'ai quand même personnalisé un peu. J'ai pas trop influencé la définition exacte, mais c'est le concept d'objectivité et de subjectivité. Et c'est, effectivement, je suis désolé de me répéter, mais c'est l'argument que j'avais dit en parallèle. Déjà, ça commence par dire que l'être humain, comme pensaient les Grecs avec l'âme et le corps, etc., c'est-à-dire qu'en parallèle de ses instincts, de ses désirs et de ses motivations intéressées, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt, genre survivre, manger, etc., il a en parallèle une observation, comme un être extérieur qui l'observerait, d'un point de vue extérieur, et qui va presque le juger objectivement, c'est-à-dire qu'il va faire une réflexion comme si c'était un esprit indépendant, tu vois, libre, impartial, etc. Et cette dualité-là, c'est elle qui crée la culpabilité. C'est-à-dire que ton désir, souvent, il va te pousser à, coucher avec une fille, etc. Et par-dessus, tu as un jugement qui n'est pas dans ton intérêt. Qui est spontané, par exemple. Si ça c'est intéressant, c'est que là, pour moi, quand tu parles de ça, tu parles aussi d'une spontanéité qui en l'occurrence, tu spécifies directement une chose tu vois, c'est pas en l'occurrence tu réfléchis sur la chose. Tu es d'accord ou pas avec ça, par exemple? Quand tu parles de ton argument, il y a une forme de spontanéité qui va rentrer en compte. Non, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est presque, ça vient comme une intuition, etc. Mais effectivement, je pense que non, ça vient d'un raisonnement inconscient, ou conscient ou inconscient, mais en tout cas, ça vient, je pense, d'un raisonnement qui, de toute façon, c'est très singulier d'admettre ça. Oui, mais justement, justement, quand il y a un raisonnement, alors il y a forcément conscience, pour moi, excuse-moi de te le dire. Et s'il y a forcément le lobe frontal, même on te parle de lobe frontal dans la cognition de l'individu, et que s'il y a raisonnement, alors il y a pensée. Et que s'il y a pensée, alors pour moi, ce n'est plus, comme tu l'expliques, d'une certaine manière, une inclination immédiate de la raison pratique, pour moi, qui est une forme, peut-être une sous-forme, si tu veux, d'un impératif moral catégorique, qui va te dire que oui, en fait, j'ai envie d'une vision utilitariste de la vie, j'ai envie de donner assentiment à mon désir premier qui est de faire l'amour à cette femme, mais qu'en fait, il est préférable de ne pas le faire, tu vois. Et c'est là où, par exemple, moi, j'en viens à la spontanéité. Mais justement, justement, et ça, on t'explique, c'est que c'est quelque chose c'est un fait brut d'une manière pour moi, en fait. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est compliqué. Mais t'as raison, mais je te rejoins. Moi, je prétends pouvoir l'expliquer, si tu veux. Vas-y, je t'écoute. C'est que le raisonnement derrière toute, la morale en général, c'est de prétendre. En fait, le raisonnement derrière toute la morale, je pense, en une phrase, que c'est que les êtres humains, ils pensent que l'objectivité est supérieure à la subjectivité. C'est-à-dire qu'un être objectif est oui, je pense que c'est ça. Dangereux, je pense sincèrement que c'est ça. Non, je pense que les êtres humains, de manière générale, ils considèrent que la vision objective, elle est supérieure à la vision subjective, et la vision subjective, elle est attribuée à l'animal et l'instinct, et la vision objective, elle est littéralement attribuée à la conscience. C'est-à-dire c'est une équivalence. La conscience, c'est effectivement le jugement objectif. Moi, je prétends que c'est ça qu'il y a dans la société. Et comment je vais le prouver? C'est-à-dire que je vais prouver que chacune des valeurs qu'on a citées tout à l'heure, que je l'ai citées avec lesquelles tu étais d'accord, c'est-à-dire le respect, le courage, la générosité, l'humilité, etc. Et ben en fait, c'est uniquement un jugement objectif. C'est uniquement un jugement objectif. C'est-à-dire que effectivement, imaginons qu'on part d'un
présupposer que je ne vais pas démontrer maintenant, ou je ne vais pas justifier que la conscience a une valeur objective, genre en mode une valeur absolue. Je sais que c'est pas logique de dire que quelque chose a une valeur absolue, mais là, on dit que la conscience uniquement, juste la conscience, elle a une valeur. On ne sait pas pourquoi, juste là, c'est juste une prémisse. Je dis la valeur maintenant, on suppose cette idée. Maintenant qu'on a dit que la valeur a une conscience, elle a une valeur, imaginons qu'on était un être rationnel, impartial, hors de tout praticité, genre on est juste au-dessus, tu vois, comme Dieu, et qu'on voit des êtres humains en dessous de nous, et qu'il y a 10 personnes, ok, qui sont en danger, et on pourrait, ces 10 personnes qui vont mourir, on pourrait les sauver en sacrifiant une seule, tu vois. Ça serait, si tu dis que chacune de ces personnes, elle a une valeur égale, et ben effectivement, on sait que 10, c'est supérieur à 1, parce que 10, ça inclut 1, 2, 3, 4, c'est supérieur à 1, mathématiquement. Et donc, du coup, il vaudrait mieux sacrifier cette personne, tu vois. Et ben moi, je pense que, du coup, une personne bienveillante, genre un être rationnel, il considère que la conscience a une valeur, donc rationnellement, il faudrait ne pas détruire la conscience, parce que ça serait perdre une valeur, et donc, du coup, on devrait sacrifier une personne pour moins perdre, c'est-à-dire sauver les 10, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce raisonnement-là exactement d'où naît le courage. Ça veut dire, c'est l'idée que tu vois, ce raisonnement-là, c'est le raisonnement de la personne là, qui va se sacrifier. J'ai l'impression que dans son inconscient, la personne qui voit 10 personnes en danger, qui peut les sauver en se sacrifiant, il a ce raisonnement, sa conscience va faire ce raisonnement. Sa conscience, ça va être celle qui va se mettre à l'extérieur, elle va dire effectivement 10 personnes sont supérieures à une, et donc du coup, objectivement, si tu étais un être supérieur et objectif, tu choisirais de sacrifier cette personne plutôt que les 10. Il se trouve juste que par hasard, cette personne à sacrifier, c'est toi. Mais ça, c'est juste un hasard, tu vois. Et donc la personne va sacrifier, c'est là le courage. Maintenant, on va prendre la générosité. Il se trouve que la générosité, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a une personne pour qui toi, tu considères que... justement, je termine ma phrase et tu me dis pas forcément. J'essaie de terminer vite. Là, toi, tu supposes que, de base, sans prouver, que ne pas mourir, c'est bien, tu vois, ou prendre du plaisir, c'est bien. Et objectivement, si tu étais une personne, tu vois, extérieure, supérieure, impartiale, etc., et qu'il y avait 2 personnes avec un repas au milieu, effectivement, la meilleure rentabilité en termes de plaisir et de survie, etc., ça serait de donner à la personne pauvre plutôt que la personne qui est riche, qui en a pas besoin et qui s'en fout, tu vois. La meilleure rentabilité, si tu étais un être extérieur, etc. Et là, il se trouve que par hasard, la personne qui a le pouvoir sur cette nourriture, il se trouve que par hasard, c'est toi, tu vois. Et en gros, c'est ce raisonnement qui va accompagner la personne généreuse. Ça veut dire qu'en même temps qu'il marche, il y a une voix dans sa tête qui va faire se mettre à l'extérieur, être impartial et dire il y a 2 personnes, la meilleure rentabilité en termes de plaisir, c'est de la donner à la personne qui en a vraiment besoin. Et donc du coup, il se trouve que par hasard, c'est toi la personne qui en a pas besoin, autant la donner, tu vois. Et moi, je prétends qu'on peut faire la même chose pour l'humilité, au sens que objectivement, c'est quoi l'humilité? C'est de dire objectivement, je suis juste un être humain. Genre la subjectivité de l'ego qui me dit je suis le meilleur. La subjectivité de l'ego qui dit je suis le meilleur, elle est contredite par l'objectivité du raisonnement objectif en disant objectivement t'es 1 sur 7 milliards de personnes, il n'y a rien qui effectivement fondamentalement dit que t'es supérieur, tu vois. Et donc je peux continuer comme ça de valeur en valeur et en fait montrer qu'à chaque fois c'est uniquement un jugement objectif. Je suis désolé d'avoir pris ton parole. Vas-y, Sophie. Oui, voilà. Okay, c'est intéressant parce que j'ai retenu une chose, c'est qu'au tout début, j'ai retenu à peu près l'entièreté des propos, mais au début, tu me parlais par exemple de se sacrifier pour les 10 personnes, car selon une vision utilitariste, on calcule en l'occurrence qui est meilleur, peut-être pour... 10, c'est supérieur à 1. Voilà, tu as raison. Par exemple, en l'occurrence, là, tu me dis qu'en fait, l'individu va à l'encontre du principe de conservation de soi. On est d'accord sur ça, en fait, c'est qu'il va à son... Et c'est ça, c'est ça qui est beau. De la morale. Ouais, c'est ça qui est beau. Ouais, ok, ça je l'accepte. Au nom de... Si tu veux, je l'accepte, ok. Ouais. Par contre, à un moment donné, si je dis pas de bêtises, t'as parlé pendant longtemps, tu me parlais de générosité aussi. Par contre, ça c'est faux. Par exemple, c'est intéressant parce que lui, Arthur Schopenhauer, il va te dire quoi? Il va te dire que toute nécessité morale, du coup, par exemple, si tu veux, on peut prendre en compte le concept de générosité, est forcément subordonné à une seule condition, soit un châtiment, soit une récompense. En l'occurrence, si par exemple le croyant fait l'aumône, donne de l'argent aux pauvres, ce n'est pas forcément par générosité, ce n'est pas en l'occurrence par amour de son prochain, par exemple, mais c'est simplement par impératif d'habileté,
en l'occurrence, qui va te dire qu'en fait, il est dans son intérêt formel de donner de l'argent à cet individu-là, car j'ai une chance de parvenir au paradis éternel, et que ce paradis éternel est une forme de récompense selon la vision théologico-religieuse des individus, tout simplement. Du coup, encore une fois, c'est faux ce que tu dis sur ça. Et ton dernier propos, je sais plus c'était quoi ton dernier propos, j'ai pas retenu. C'était l'exemple, j'ai dit le courage, ensuite la générosité, ensuite l'humilité. L'humilité, ouais. Pour moi, l'humilité, c'est simplement le fait d'accepter et de donner son assentiment à une personne, ou même à un propos d'une personne que tu trouves plus fort ou meilleur que toi, tout simplement. Ça, l'humilité, c'est simplement s'incliner devant Dieu, tout simplement, pour aller plus loin, c'est tout. Mais je sais pas, ouais, en fait, le truc, c'est que Arm, vraiment, on parle, mais j'accepte tout ce que tu me dis. Après, tu digresses souvent. Il y a des choses que je n'écoute pas forcément. Mais j'accepte, en fait. J'ai pas de contradiction à amener. J'attends juste tes contradictions à toi, c'est tout. D'accord, ok. Je suis désolé que ça t'intéresse pas assez. Ok, donc même si Arm a de l'avance sur le temps de parole, tu veux le laisser développer. D'ici 7-8 minutes, on passe à la conclusion, normalement. Donc, est-ce que en fait, c'est faux. Juste, si tu veux, non, tout n'est pas objectivité. Encore une fois, quand l'objet sensible passe par la compréhension de l'individu, qui est la conscience phénoménale, par exemple, du coup, on ne parle pas d'objectivité. Encore une fois, pour moi, tu vois. Mais bon, je sais pas. Ça, c'est selon toi. Juste pour non, tout n'est pas objectif. Non, tout n'est pas objectif, quoi, simplement. Et bon, en tout cas, c'était pour dire que moi, c'est ça la raison derrière le fait que je dis au début, tu vois, de façon un peu presque arrogante, de dire, presque un peu trop ambitieuse, de dire oui, la morale est basée sur le fait que on considère que l'objectivité est supérieure à la subjectivité. Dans le cadre de la générosité, pour répondre à ton argument avec l'exemple de Schopenhauer, etc. En gros, qu'est-ce qu'on dit? C'est que subjectivement, mon ego, mon désir, mon envie subjective, elle a envie de, je sais pas, garder la bouffe pour moi, manger moi-même, me faire plaisir en mangeant, etc. Ça, c'est un raisonnement subjectif. Et la valeur de la société, ça serait au contraire, céder à un raisonnement objectif, de dire que objectivement, ça serait beaucoup plus rentable en termes de plaisir que de donner que ce soit quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui en a plus besoin, non, toi t'as répondu en disant bah écoute, ça c'est faux parce que genre la générosité souvent c'est intéressé, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Tu veux répondre? Bah en fait oui, c'est exactement ça. Et par exemple, juste pour reprendre un peu plus de concepts, c'est que lui va te distinguer, si je dis pas de bêtises, le concept d'égoïsme, les concepts de méchanceté, le concept de la pitié. Et par exemple, le concept d'égoïsme qui est, si tu veux, hein, le jugement objectif de chaque individu qui va faire passer la volonté qui poursuit forcément le bien propre de l'individu. La méchanceté qui, par exemple, est la volonté poursuivant, en l'occurrence, un mal, un mot, voilà. Et la pitié qui est une volonté qui poursuit le bien d'autrui, tout simplement. Et que, si tu veux, pour répondre à tes assertions, je te dirais simplement qu'en fait, quand tu es généreux avec autrui, c'est simplement que tu as pitié de cette personne, tout simplement. Juste voilà. Ok, moi je pense que ça vient exactement comme les autres valeurs d'un raisonnement objectif. Et pour le coup, effectivement, j'ai l'impression que ce que tu as dit tout à l'heure, c'était que sur certains points, tu étais relativement d'accord avec moi. C'est intéressant, mais moi, si vous voulez, je fais un raisonnement qui est sociologique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour dire que je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais ce que entend la société par la morale, c'est effectivement le raisonnement objectif d'une personne impartiale au-dessus de tous et qui jugerait effectivement les gens sans être personnifiés, tu vois. Et c'est ça qu'on entend par. Et donc, ça veut dire que le raisonnement évolutionniste, c'est pas la justification de la morale. C'est pas la raison pour laquelle il y a de la morale. Pas du tout. C'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait qu'il y a de la morale. C'est pas les constructions arbitraires de la société qui font qu'il y a de la morale. C'est effectivement à chaque fois de se dire est-ce que si j'étais un être suprême extérieur à tout, etc., qui considère que la conscience a une valeur et pour cela il faut la préserver, pour cela il faut la faire vivre, et que tous les êtres humains sont après égaux, et ben qu'est-ce que je ferais? Comment j'influencerais le monde? Et c'est à chaque fois ce raisonnement. Et donc le courage, ça serait je sacrifierais une personne pour en sauver 10. La générosité, c'est je donnerais la chose à la personne qui en a le plus besoin parce que c'est plus rentable, vraiment presque économiquement, c'est plus rentable en termes de plaisir donné. L'humilité, c'est que je jugerais toute personne objectivement, genre j'aurais un jugement sur moi-même qui est objectif, au lieu d'avoir un jugement sur moi-même qui est dominé par la subjectivité de l'ego, en disant je suis le meilleur, etc.
Pourquoi ça te fait rire Non, pas du tout. Continue, mon ami. Tu peux répondre, si tu peux me contredire si tu veux, mais genre juste. En fait, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Si tu veux, on pourrait même faire la conclusion sur cela. C'est qu'en fait, tu possèdes un système kantien. Pour faire simple, c'est qu'en fait, tu acceptes l'être suprême vraiment en tant que universellement valable pour tout individu, qui est la raison pratique qui stipule les valeurs morales de l'individu. Et que si, par exemple, chaque personne existante sur ce monde-là existerait dans une seule et même société, alors le relativisme culturel ou même le relativisme, pour l'exemple que je te donne avec les Irakiens, etc., n'existerait pas. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est ça le but, en fait, de Kant, c'est simplement encore une fois, je te cite même, je la connais par cœur, je te cite la citation en reprenant le fondement de la morale d'Arthur Schopenhauer qui te reprend des concepts kantiens: agis uniquement d'après la maxime telle que tu voudrais à tout moment l'avoir érigée en loi universelle valable pour tout être raisonnable. Et là, en fait, d'une certaine manière, tu donnes ton assentiment direct à cette chose-là et c'est très beau. Et moi, je conclus sur ça, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup, mais moi, ce qui est dangereux dans mon argument, c'est de dire que genre de façon vraiment évidente, je contredis tout le constructivisme social, dans le sens qu'effectivement, la moralité, non seulement elle est commune à tous, elle est accessible par tous les êtres objectifs. Donc dans toutes les cultures, je prétends qu'il y a le même ensemble de morale, c'est juste qu'il y a des préférences de certaines valeurs plutôt que d'autres, et que toutes ces valeurs morales, elles viennent de la capacité à être objectif des êtres humains. C'est cette capacité objective à être objectif qui nous permet de faire la science, c'est cette capacité à être objective qui nous fait dire nous avons une conscience, c'est-à-dire ce qu'on entend par la conscience, c'est l'objectivité, selon moi, alors, ce que je prétends. Et en plus, c'est cette capacité à être objectif qui nous fait sentir supérieur aux êtres humains. C'est cette capacité à être objectif qui nous rend responsables, parce que effectivement, si vous prenez n'importe quel tribunal de justice qui est vraiment cohérent avec ses valeurs, et que vous lui dites, si une personne a tué quelqu'un, mais n'a pas fait exprès, donc n'était pas consciente, la personne va juste ne pas avoir une condamnation de 10 ans ou 20 ans ou quoi que ce soit, parce que, effectivement, elle n'a pas, après, il y a autre chose s'il avait fait une faute autre part, mais à la fin que tu sois, genre, c'est comme si tout le monde, et dans le monde entier, peu importe les cultures, peu importe les civilisations, était d'accord pour dire que la responsabilité vient de la conscience, et que la conscience est à peu près un jugement objectif, c'est-à-dire que des fois tu fais quelque chose de mal et après il y a un mec à l'extérieur qui vient et qui te dit ce que tu as fait c'est mal, c'est ça, c'est qui n'est pas subjectif, genre qui n'est pas sujette à tes envies, etc. Et ça serait ta conscience. Et donc du coup ça veut dire que c'est faux ce truc de les valeurs elles viennent d'une construction sociale et d'une habitude et d'une évolution et de l'histoire. Mais pourquoi ce serait faux? Là en fait ce qui est intéressant c'est que tu parles d'une chose mais tu affirmes une chose sans la démontrer. Là, tu ne réfutes pas le constructivisme moral dans ce que tu viens de me dire. Je réfute le constructivisme moral, parce que je dis les valeurs viennent du fait qu'on pense que le jugement objectif. Elles viennent du fait qu'on pense que le jugement objectif est supérieur au subjectif. Elles viennent du fait que c'est effectivement le raisonnement objectif qui nous donne nos valeurs morales. Tu vois si ou pas? Et c'est pas des habitudes. Ce n'est pas basé sur rien. C'est très fondamental. Ah si, bien sûr que si. Hein. Tout n'est qu'habitude. Hein. Tout n'est que principe. En l'occurrence, tout n'est que principe d'associativité d'idées, par exemple, pour reprendre Hume, avec son principe de contiguïté, de ressemblance et de lien de causalité. C'est faux ce que tu dis, encore une fois. Et vraiment, il faut comprendre une chose. Encore une fois. Parce que justement, je suis d'accord en l'occurrence sur le contenant, si tu veux, mais il y a des moments où ça diverge tout de même, et que non, du coup, hein, encore une fois, je te dis, c'est qu'il y a eu darwinisme biologique, puis il y a eu constructivisme moral dans la période néolithique, si tu veux, puis il y a eu, en l'occurrence, forme de conscience plus grande, voilà, tout simplement, ou plus étendue, qui est l'intuitionnisme moral, où là, on peut, par exemple, spécifier qu'est-ce que la morale, objectivement, si tu veux, c'est tout. D'accord. Alors, donc, tu es en train de dire que le constructivisme social, il existe que dans le néolithique, là. Non, le constructivisme moral ou social, c'est que non, pas forcément. Oui, en fait, en tout cas, il a débuté à l'époque des communautés nomades et sédentaires, oui. Et puis il a été déplacé apparemment par la conscience et donc il n'existe pas. Non, il n'a pas été déplacé par la conscience, au contraire. Excusez-moi, c'est une digression hyper intéressante. Par contre, on arrive, il est 22h41 à Paris. Est-ce que vous pouvez penser à conclure? Alors moi, ce que je suggère, c'est que Arm commence avec sa propre conclusion et que Sophistiqué, qui a eu un peu moins de temps de parole, ait le mot de la fin. Ouais, ça je comprends et je respecte ça effectivement.
Donc, Bon, si sophistiqué, si t'as pas fini ton raisonnement, celui que tu es en train de développer à l'instant, tu peux le terminer, il n'y a pas de souci. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien poser des questions à Arm pour voir comment réfute ou démontrer-t-il cela, tu vois. Voilà. Par exemple, pour toi, si la cohésion de groupe, la sociabilisation primaire et élémentaire d'une communauté n'est pas, alors est-ce que pour toi, il peut y avoir tout de même une forme de conscience et d'une loi morale objectivement valable pour tout individu? S'il n'y a pas d'intérêt pour le groupe. Non. S'il n'y a pas cohésion dans un groupe, par exemple. Et donc, carrément, si on essaie d'aller un peu plus loin, on essaie de remonter dans la chaîne causale. On descend dans la série ascendante, si tu veux, on descend dans le passé. Et en l'occurrence, je te dis que à l'époque, encore une fois, du néolithique et paléolithique, s'il n'y avait pas eu cette cohésion du groupe, est-ce que pour toi, il y aurait eu alors loi morale objectivement valable? C'est ça, et voilà, vraiment, tu tombes. Genre, c'est exactement précisément ce truc, c'est est-ce que la morale, elle dépend du groupe, ou est-ce qu'il y a pour une individu seul, par exemple, il y a une loi morale, etc. Et moi, je pense que effectivement, oui, il y a une loi morale hors du groupe, et c'est ça, genre, finalement, le fond de l'argument, sinon on ne dit rien. Bah, du coup, c'est Dieu pour toi. Je dis, c'est... Non, j'ai pas mentionné. Je dis juste que c'est l'objectivité. La loi morale hors du groupe, ça, c'est juste que, genre, sortir de la subjectivité. Et d'ailleurs, c'est ce que toutes les religions font. Le bouddhisme, il va sortir de la subjectivité en se libérant de son ego, de ses désirs. Tout ça, c'est quoi l'ego et le désir? C'est de la subjectivité. La religion, quand elle t'interdit de manger pendant que tu jeûnes, qu'elle t'interdit d'avoir des relations, presque t'interdit d'avoir du désir sexuel, tout ça, elle essaie de supprimer la subjectivité pour mettre en valeur quoi? Et moi, je prétends que ce qu'elle essaie de mettre en valeur, c'est l'objectivité, ou plutôt c'est la conscience. Et c'est la même chose pour moi. L'objectivité, c'est la conscience. Et c'est ça que toutes les traditions, elles font. Et d'ailleurs, même un juge... Vas-y. En fait, le truc, c'est que quand par exemple, tu présupposes que la morale est objectivement valable et indépendante de la conscience de l'individu, ou du groupe, si tu veux, alors ça n'existe pas. La moralité n'existe pas. Car il y a un principe d'inséparabilité entre le concept de morale ou l'idée de morale et la conscience ou la cognition de l'individu. Mais moi, je dis que justement, la morale, c'est de suivre sa conscience. Voilà. Ok, ouais, c'est ça. Bah, tu as raison sur ça. Et sa conscience, merci beaucoup. Sa conscience, c'est le jugement objectif. La conscience, c'est le jugement hors. C'est toute réflexion qui n'est pas sujette à aucun désir, instinct, ego, etc. Et c'est ce que les bouddhistes ils font quand ils méditent. C'est ce que les musulmans ils font quand ils jeûnent. C'est tous ces gens qui s'interdisent de faire tout truc subjectif. Et c'est pourquoi. Ben je pense que c'est parce que les raisonnements qui ne sont pas subjectifs, en général, c'est les raisonnements qui sont objectifs. Et les raisonnements qui sont objectifs, c'est ça la conscience elle-même. Et c'est quoi la morale qu'on entend dans la société? C'est suivre sa morale. Donc c'est pas suivre sa conscience. Et donc c'est pas une construction sociale. Une personne random, elle peut naître aujourd'hui et dire moi tout seul, je vais juste comprendre que genre si je suis cette petite voix qui est objective, eh ben je considère qu'elle est supérieure et donc c'est ça la morale. Et il va tomber sur la même morale que toutes les cultures elles ont. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu fais par exemple je sais pas, on dirait que tu fais une implication matérielle nécessaire entre le principe de constructivisme social et le volontarisme, sauf qu'il n'a pas lieu d'être. Quand par exemple je te parle de constructivisme moral et social, je ne te dis pas forcément qu'ils savent qu'ils émettent des choses bien définies pour un vivre ensemble qui peut être meilleur. Ce n'est pas ça. C'est simplement que de par l'historicité du monde, la cohésion du groupe se forme, et que comme une cohésion de groupe se forme, alors il y a constructivisme moral. On dirait que tu es dans... Là, il y a d'autres arguments qui spawn. Il y a d'autres arguments. Ouais, c'est correct, c'est vrai. C'est bon, je vais juste pas... Attendez une seconde. Est-ce que vous pouvez juste, chacun votre tour, Arm d'abord, le sophistiqué ensuite, synthétiser, résumer votre position, et afin de conclure. D'abord Arm, ensuite sophistiqué. Évidemment, s'il y a des idées qui sont dites, vous aurez un droit de réponse, hein, mais voilà. Est-ce que vous pouvez conclure en synthétisant de la manière la plus efficace possible votre position? Ouais, 5 minutes chacun. Voilà. C'est correct. Je pense que j'aurais besoin de moins, effectivement, parce que j'ai essayé de synthétiser dans mes deux derniers arguments. C'est juste que pour résumer, genre, je crois je prétends démontrer, ou je crois essayer de démontrer que la morale et ce qui se passe dans la société, ce n'est pas une construction sociale, ce n'est pas parce qu'on t'a éduqué comme ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas arbitraire.
ça vient d'un raisonnement fondamental qui dit l'objectivité, le jugement objectif qui se détache de son ego, qui se détache de son désir, qui se détache de toute subjectivité humaine. Et ben ce raisonnement-là, il est supérieur. Et c'est ce raisonnement-là qui te rend responsable. Enfin, genre, c'est la capacité à avoir un raisonnement qui est objectif, qui sort de ses désirs, qui te rend responsable. Et c'est la raison pour laquelle un fou, il va pas être condamné du tout d'ailleurs. Parce qu'on considère qu'il n'a pas cette capacité à être objectif. Mais dès qu'une personne arrive à l'âge adulte, d'accord, n'est pas fou, n'est pas inconsciente, n'est pas ignorante, et ben parce qu'elle est au courant de la chose, parce qu'elle est consciente de ça, elle devient responsable et elle peut même la punir pour ça. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on est en train de dire dans la société que l'impératif moral, l'obligation morale, elle est totalement connectée, attribuée à la conscience. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a conscience de quelque chose, ben, il a une responsabilité morale. Donc tous ces concepts, l'objectivité, la conscience, la morale, ils sont tous liés ils sont tous alignés. Et donc en fait c'est de là de naît la morale. Et c'est fondamental, c'est intelligent, c'est profond, c'est fondé. C'est pas genre des habitudes parce que le groupe il a besoin que les gens ils fassent pas ça pour mieux survivre. Non, c'est effectivement un jugement objectif qui va contre les intérêts intuitifs de l'instinct. L'instinct il te dit survie, ne meurs pas. Et des gens ils vont à la guerre pour mourir, ils vont se tuer pour sauver quelqu'un. Ils vont être des actes héroïques. La définition des actes héroïques c'est quand quelqu'un il va au-delà de tout ses instincts juste pour suivre son raisonnement objectif. Son raisonnement objectif, c'est je veux sauver le monde, il mérite d'être sauvé. Enfin, genre, parce que la conscience a une valeur, alors je veux la sauver. Et donc, malgré que j'ai peur, malgré que je vais mourir, malgré ça, je vais le faire. Je vais dépasser tous mes instincts, je vais dépasser toute ma nature pour suivre mon raisonnement objectif. Et ça, c'est un héros. C'est ça la base de la morale. C'est suivre son raisonnement objectif. Et donc, ce n'est pas basé sur une construction de la société ou ce n'est pas arbitraire du tout. C'est fini. Ok, le sophistiqué, conclusion. Non, j'ai rien à dire. Je sens juste peut-être pour sublimer ses propos, je dirais simplement que le devoir et la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi qui est l'être suprême, qui n'est pas du coup Dieu, par exemple pour Kant, ça faut bien le comprendre si tu as bien lu Kant, mais qui est du coup la raison pure, a priori, qui arrive à instancier même si tu veux des possibles, qui sont la conscience plutôt de l'individu et de l'autrui, en prenant pour compte ces préceptes de je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle, et que Arm suit exactement ce processus-là. Il dialectise plutôt, excuse-moi, même cela. Et c'est très beau, et voilà, je conclus sur ça, et je laisserai les gens partir. Ok, écoutez, c'était hyper intéressant, merci à vous deux. Le débat, les conditions du débat étaient un peu chaotiques, mais finalement on a réussi à déterminer des thèses en cours de route qui ont donné lieu à des échanges intéressants. Et tout est resté cordial, poli, aucun nom d'oiseau n'a volé, et donc je souhaite saluer ça. Merci beaucoup d'avoir écouté, vraiment c'est super, merci pour le frère de l'arbitrage. On remercie l'arbitrage aussi, Walter, merci beaucoup. Excellent arbitrage.